I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. The Cinema Show est de retour. Nous sommes très heureux de vous retrouver chaque mercredi de 19h à 20h30 pour la 7e saison de l'émission 7e art de Radio Campus Montpellier, en direct sur le 102.2 FM et sur Twitch, ainsi qu'en rediffusion sur YouTube et les plateformes de podcast. Et pour la première de cette nouvelle saison, j'ai la chance d'être entouré de 4 mecs. Non, bon, vous inquiétez pas, je me suis entouré que des plus beaux. On commence par le beau gosse de Clapier, Nino. Comment tu vas, Nino ? Ouais, ça va. Ça y est, je suis plus Jacou cette semaine, année. t'es de Clapier. Okay. J'ai choisi Clapier cette semaine. T'as pas trop été embêté cet été ? Par ? Bah tu sais. Non. Bah y a pas Macron qui t'a proposé le poste de Premier ministre ? Bah non, je suis trop de gauche. Ah t'es trop. Ah il a pas. Ah oui putain, oui. T'as même pas. Bon. Poursuivons dans les cheveux longs avec celui qui va très prochainement sortir son nouveau film, et je le dis maintenant pour pas qu'il en fasse la pub toutes les semaines. C'est Lucas. Ça va, Lucas ? Ça va, mais vu que c'est de la semaine prochaine, je pourrai pas le faire toutes les semaines. Ah, et alors, j'imagine que t'as bossé dessus là sur cet été. Sur le poste de Premier ministre ? Non, sur ton film. Ah oui, bah oui. Le poste de Premier ministre, je crois pas. En tout cas, t'as pas été sélectionné. Alors, il m'a appelé, mais c'est mal goupillé. Déjà, si t'appelles, c'est qu'il y a un problème. Bon, toi, tu vas te calmer parce que tu vas voir. Au DG de l'équipe, présent à mes côtés, c'est Hugo. Ça va ? Ça va très très bien. T'as passé un bon été ? Ouais, j'ai eu chaud. T'as chaud là encore maintenant, c'est ça que tu veux dire, ou t'as eu chaud ? Non, j'ai eu chaud tout l'été. J'ai chaud continuellement en fait. Et là, t'as plus chaud ? Non, ça va là. Bah super, fin de l'émission. Il a The Cinema Show. Allez. Et on termine par celui qu'Emmanuel Macron a sûrement appelé parce que son ex votait pour le RN, Maxime. Ouais, merci de balancer les doses, c'est génial, j'adore ma vie. Donc toi, il t'a appelé vu tes liens avec le Rassemblement National. Ouais, du coup, je lui ai fait le numéro de mon ex, ouais. Elle a pas été prise non plus. Après, faut dire, c'était pas super bien payé, je crois. Ouais. Saluons également la technique du soir avec Yanis et Lucas Clio aux manettes. Salut vous deux. Vous l'aurez sans doute remarqué, point de scène de la semaine. En effet, celle-ci n'aura pas passé le cut de la nomination de Michel Barnier en tant que Premier ministre. Bon, en vrai, c'est lui qui a décidé. Ouais. Non, en vrai, c'est pour essayer de gagner 2 minutes et éviter de toujours finir en retard l'émission. Voilà. Donc avec ces interventions, tu nous mets en retard. Puis après, on finit en retard parce qu'il y a Simon qui présente aussi, mais ça, c'est un autre délire. Lui aussi, il va pas passer le cut. Aussi. Bon, dans cette première émission de la saison, de quoi on va vous parler ? Les chroniqueurs et moi-même évoquerons leurs différents coups de cœur de l'été, à savoir Deadpool et Wolverine, ça commence fort, de Sean Levy, Alien Romulus de Fede Alvarez, Les pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurice, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, et La nuit se traîne de Michel Blanchard. Pour notre carte blanche, on parlera du phénomène du moment, Kaizen, qui retrace l'ascension de l'Everest par le youtubeur Inoxtag, film qui a eu le droit à une sortie en salle vendredi et samedi dernier, donc c'est pour ça qu'on vous en parlera aussi. Le speed noting des sorties de l'été sera de la partie, tout comme les recos de l'équipe et le quiz animé ce soir par Nino. Et sans plus attendre, vous vous demandez sûrement ce qui s'est passé ces 2 derniers mois sur la planète ciné. Pas de problème, j'ai toutes les réponses pour vous grâce à l'homme de la situation, Hugo. C'est parti pour les premières news de cette 7e saison. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Et on commence avec notre tout premier mercato de l'année. Et pour commencer cette semaine, on a quelques nouvelles du prochain film de Darren Aronofsky intitulé Caught Stealing. Le film suivra l'histoire d'un ancien joueur de baseball se retrouvant embarqué dans le monde criminel pendant les années 90. Et pour accomplir ce projet, le réalisateur de The Whale s'offre un joli casting avec notamment Austin Butler dans le rôle principal. Il ne sera bien évidemment pas seul puisqu'on retrouve également Zoe Kravitz, Regina King, Liev Schreiber, Vincent D'Onofrio, le catcheur Bad Bunny et surtout Matt Smith.
Le tournage est actuellement en cours à New York et on peut probablement tabler sur une sortie l'année prochaine. On enchaîne juste Bad Bunny, il fait du catch, il fait pas plutôt de la chanson? Oui, il fait beaucoup de choses. C'est un couteau suisse. Ah ouais, j'aurais plus dit ça. Ouais. On enchaîne avec un retour inattendu, celui de Lars von Trier. En effet, le réalisateur danois qu'on pensait à la retraite après qu'il ait annoncé être atteint de la maladie de Parkinson prépare bel et bien un nouveau film alors que son dernier date de 2018. Pour l'instant, on a juste un titre, After, et on peut supposer que Stellan Skarsgård, acteur fétiche du réalisateur, pourrait le suivre dans ce projet, puisqu'il en avait parlé durant l'été. On sait aussi que le film devrait être une production danoise, puisque financé par l'Institut du film danois à hauteur d'1,3 million de couronnes, soit environ 175 000 €, et que Lars von Trier est également scénariste du projet. On le suivra au fil des mois. On termine bien évidemment avec le MCU qui n'a pas supporté qu'on parle un peu moins de lui. Pour rappel, le patron de Marvel, Kevin Feige, avait présenté en juillet dernier lors du Comic-Con de San Diego les prochains projets adaptés des comics de la Maison des Idées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a surpris tout le monde. Pour le moins important, on a appris que le personnage de Giancarlo Esposito dans le prochain Captain America était Sidewinder, un personnage qui a dû apparaître dans 4 comics, c'est énorme. Les fans sur place ont d'ailleurs pu découvrir une nouvelle bande-annonce du film, ainsi que de Thunderbolts de Jake Schreier. On a découvert des premiers visuels des 4 Fantastiques dans un style full 60s, ainsi que le thème du musical de Michael Giacchino. Mais surtout, on a appris que Marvel en a plus rien à foutre puisqu'ils ont annoncé qu'Avengers de Kang Dynasty allait être renommé Avengers Doomsday et que ce film ainsi que le suivant, Avengers Secret Wars, seraient tous les deux réalisés par les frères Russo, déjà à l'œuvre sur Infinity War et Endgame et qui viennent de réaliser que leur carrière pue un peu quand même. Les 2 films seront d'ailleurs écrits par Stephen McFeely qui avait également signé Infinity War et Endgame. Mais le pompon sur le gâteau, c'est donc que le grand méchant Kang est remplacé par le très populaire Dr Fatalis, ou Dr Doom en anglais, qui sera interprété par un tout nouvel acteur inédit dans le MCU, un mec qu'on connaît. Ah non, c'est Robert Downey Jr. Bah tant pis. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle récemment côté super-héros, puisqu'on a appris récemment que Spider-Man 4 allait potentiellement être réalisé par Destin Daniel Cretton, déjà à l'œuvre sur Shang-Chi, ce qui signifie qu'enfin, on est débarrassé de John Watts. Sympa aussi, pour John Watts. Oui, bon, je pense que c'était sympa. Ouais, aussi, on a appris récemment que le Comte de Monte Cristo sortirait donc aux États-Unis le 20 septembre, donc dans 2 jours, et qui pourrait donc être éligible pour concourir dans toutes les catégories aux Oscars s'il est sélectionné, et que Emilia Pérez nous représentera la France pour les Oscars du coup. Dans la catégorie meilleur film international. Voilà, exactement. Est-ce que ça vient de tomber, c'est Breaking News, BFM TV, rajouter un bandeau. Non, non, ils peuvent pas faire ça, la technique, et pourtant ils sont beaucoup passés en plus de Lucas Clio. En plus de Lucas Clio et de Yanis, il y a aussi Ali et Ambre qu'on peut saluer et qui sont là. Bref, est-ce qu'un de ces projets vous tente? Moi je suis étonné que tu parles pas, je sais pas si vous avez vu passer la bande-annonce Austin, The Austin Butler Story, et si vous avez pas vu passer, regardez, ça dure 3 minutes, c'est une bande-annonce, c'est sur Austin Butler qui essaye d'arrêter de jouer Elvis. Ah ok, mais c'est un vrai film? Je sais pas, je pense que c'est pas un vrai film. Je crois que c'est pour ça qu'il en a pas parlé. Ouais, je pense que c'est pour ça. Non, bah moi Lars von Trier ça m'intrigue, même si bon c'est un peu un con Lars von Trier, mais pour rappel il y avait eu des affaires avec Björk qui l'avait accusé de... Ah oui aussi, ça c'est vrai, et puis même pendant le festival de Cannes avec des petits côtés nazis, on a tout ça non ouais voilà, mais j'avais bien aimé son dernier avec Matt Dillon, donc voilà. Les autres, pas d'autres projets qui les intéressent. J'aime bien les films de Lars von Trier. Oui. Bah moi aussi, moi la personne, ça c'est sûr. Mais bon. T'as pas parlé du salaire de Robert Downey Jr. Ouais, c'est indécent. Mais... c'est un Godzilla Minus One. C'était déjà indécent à l'époque. C'est pas un Godzilla Minus One, c'est un Godzilla Minus One plus plein d'autres films. Oui, non, mais c'est-à-dire que tu peux faire Godzilla Minus One, Long Legs, et avoir encore genre 30 millions de dollars. C'est terrible. C'est... J'aime bien que t'aies allié ces 2 films-là. parce que j'avais vu cette liaison-là. Ouais, bref. Mais c'est parce qu'ils s'entraînent pour déchiffrer des lettres, je crois. On a hâte d'en savoir plus sur tout ça. On part quelques minutes vers la Mostra qui vient de se clôturer. Tout à fait, le festival de Venise consacré au cinéma s'est tenu du 28 août au 7 septembre et le jury présidé par Isabelle Huppert a donc récompensé Pedro Almodóvar et son nouveau film La Chambre d'à côté du Lion d'Or. C'est le premier long métrage en anglais du réalisateur qui est porté par Tilda Swinton et Julianne Moore et adapté du roman Quel est donc ton tourment de Sigrid Nunez. Le film n'a encore pas de date de sortie en France mais est prévu pour le 18 octobre en Espagne. Outre le Lion d'Or, le grand prix du jury a été remis à Vermiglio ou La Mariée des montagnes de Maura del Perro, attendu en mars chez nous. Le Lion d'argent du meilleur réalisateur a quant à lui été remis à Brady Corbet pour The Brutalist, une immense fresque de 3h30 consacrée à 30 ans de la vie de l'architecte juif hongrois Laszlo Toth, interprété par Adrian Brody. The Brutalist a fait énormément de bruit à Venise et aussi à Toronto, puisque certains journalistes le définissent déjà comme le classique des années 2020, le comparant au Parrain de Coppola, rien que ça.
Pas de date de sortie pour le moment, mais Universal a acheté le film via sa filiale Focus Features, donc l'annonce ne saurait tarder. Outre les 3 plus grosses récompenses, le prix spécial du jury a été remis à April de Dea Kulumbegashvili, le prix du meilleur scénario à Murilo Hauser et Hector Lorega pour I'm Still Here, tandis que Nicole Kidman et Vincent Lindon ont été récompensés des 2 prix d'interprétation, la première pour Baby Girl d'Alina Reijn et le second pour Jouer avec le feu de Delphine et Muriel Coulin. Enfin, le prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir a été remis à Paul Kircher, que vous avez pu découvrir dans Le règne animal, pour Les enfants après eux de Ludovic et Zoran Boukerma. Qu'est-ce que vous pensez de ce palmarès ? Déjà, surprenant à Venise, on n'a pas eu un gros nom qui... Bon, si on a un gros nom, mais je veux dire, on n'a pas un gros film américain comme Joker ou... je sais pas, il y avait La La Land. Sachant qu'il était aussi. dans la sélection et qu'il a rien gagné. Il a rien gagné, voilà, qui a remporté pareil un prix. Pareil pour Queer de Luca Guadagnino qui était aussi sélectionné. Oui, avec Daniel Craig. Et donc, il n'y a pas eu un gros film attendu qui a gagné. Après, c'est quand même un gros nom, plus drôle mot de voir, mais... ouais, non, je sais pas. Je sais pas quoi trop dire de ce... Ouais, on n'a pas vu les films. Hâte de découvrir tout ça. Même le film avec Adrien Brody, pourquoi pas, ça me tente bien. Ça a l'air cool, The Brutalist. Ouais, c'est très... Ce que j'en ai entendu, ça a l'air vraiment sympa. Ouais. Et on espère que tous ces films nous parviendront rapidement. Et on a appris récemment la mort d'une légende du cinéma. Et oui, son visage ne vous dit peut-être rien, mais sa voix aura marqué à jamais l'histoire du cinéma. James Earl Jones nous a donc quitté le 9 septembre dernier à l'âge de 93 ans. Il était notamment apparu dans Dr. Folamour de Stanley Kubrick, dans Conan le Barbare de John Milius, aux côtés d'Arnold Schwarzenegger. Il était également la voix de Mufasa dans Le Roi Lion, mais bien évidemment, il était surtout la voix de Dark Vador dans la saga Star Wars de George Lucas, rôle qu'il a tenu depuis l'épisode 4 en 1977 jusqu'à la série Kenobi il y a 2 ans. C'est une très grosse part de mon enfance et de celle de beaucoup d'autres qui nous quittent, puisque Le Roi Lion et Star Wars 4 font partie de mes films préférés, et en son honneur, je vous propose de réécouter une dernière fois une scène mythique. If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. No. It's not true. That's impossible. Search your feelings, you know it to be true. Il a spoilé tout le monde, le gars, il a spoilé tout le monde, j'avais jamais vu ce film. Est-ce que ce décès vous a touché du coup Je suppose que Lucas, oui, déjà. Je suis pas fan de Star Wars, moi. Ah bon ? Mais c'est plus pour Mufasa. Ah et puis moi, ça me rend triste de me dire que du coup, son dernier rôle, ce sera peut-être dans Mufasa à la fin de l'année. Ah, il avait enregistré tout ça. Je sais pas, je mais crois que c'est Mufasa jeune, je suis pas sûr. C'est Mufasa jeune, mais il y a moyen qu'il passe une tête quand même. Donc ça me rendrait un peu triste que quelqu'un comme ça. Moi, c'était un mec que j'aimais bien en tout cas, voilà. Si tu veux tout savoir. Oui, en dehors même de Star Wars, tout ça, dans les peu de rôles qu'il a fait aussi où il était présent physiquement, puisqu'on le retient souvent plus pour sa voix, je le trouvais cool aussi. Ouais. Okay. J'ai beaucoup aimé l'épisode de Big Bang Theory dans lequel il est. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans un épisode. Avec Carrie Fisher, c'est ça ? Il y a aussi dedans. Je sais plus. Mais c'est lui qui m'avait retenu mon attention. Je suis pas fan de Big Bang Theory, pourtant cet épisode il m'avait marqué. Ok. Ça y est, t'as fini, c'est ça que tu voulais dire par là voilà. Ok. J'avais pas écrit de conclusion. Okay. Bon merci pour toutes ces news, Hugo. Sans plus attendre, il est l'heure de passer à notre partie consacrée à nos coups de cœur de l'été. Et comme chaque année, pour marquer la rentrée, l'équipe vous prépare des petites chroniques consacrées à l'un de leurs films de l'été, chaque chroniqueur. Et pour cette 7e saison, on ne déroge pas à la règle. Remontons donc à la toute fin de juin, quand est sorti l'un des plus gros succès de l'année dont va nous parler Maxime. Ouais. C'est parti. Alors moi je vais vous parler du Comte de Monte Cristo parce que lorsqu'on a fait un peu la liste de tous les succès de l'été dont on voulait un petit peu parler, il y était pas. Et j'aimerais quand même un peu rendre hommage à ce film qui mine de rien a eu beaucoup de succès. On n'a jamais dit qu'on faisait les succès de l'été. Ouais. Mais je trouvais que c'était quand même important d'en parler parce qu'il a eu sa petite importance quand même. Donc,
Pendant que le succès fulgurant de la comédie d'Artus, un petit truc en plus me rassurait sur le fait qu'on était encore capable en France de faire de bonnes comédies sans taper sur les Noirs ou les Arabes, je me suis posé la question de savoir si on était également encore capable de faire de bonnes grosses productions françaises. C'est donc tout naturellement que je suis allé découvrir cet été Le Comte de Monte Cristo, produit par Dimitri Rassam et réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, les mêmes à l'origine des 2 films Les Trois Mousquetaires sortis l'année dernière. Alors est-ce que la dernière super création du Dumas Cinematic Universe vaut le détour ? Le film a été projeté en hors compétition au Festival de Cannes et comptabilise à ce jour plus de 8 millions d'entrées en France, devenant l'adaptation du roman d'Alexandre Dumas la plus visionnée dans les salles françaises. Il retrace l'histoire d'Edmond Dantès, un jeune marin qui débarque à Marseille pour devenir capitaine et se fiancer avec une certaine Mercedes. Trahi par ses amis qui sont jaloux de sa réussite, il finira emprisonné après avoir été accusé d'être un conspirateur pour le compte de Napoléon Bonaparte. Il réussira à s'évader de prison après 14 ans de détention et n'aura plus qu'une seule obsession, se venger. J'ai eu la chance de voir ce film en salle ICE dans un CGR proche de chez moi, ce qui m'a permis d'avoir un visionnage avec une meilleure qualité visuelle et une meilleure qualité sonore. Cependant, ce n'est pas moi qui ai réservé les places, mais des proches de ma mère, ce qui fait que nous nous sommes retrouvés au premier rang et qu'on n'a pu profiter ni de la meilleure qualité visuelle, ni de la meilleure qualité sonore. Vous imaginez avoir autant d'espoir dans quelque chose d'incroyable pour au final être déçu? C'est un peu comme avoir voté à gauche et faire barrage au RN et avoir Michel Barnier en Premier ministre. Oh wait. Au sujet du film, il est réussi. Et même très réussi, il possède beaucoup de points forts, à commencer tout simplement par l'histoire en elle-même. Je suis absolument pas un grand lecteur, j'ai donc jamais lu le livre d'Alexandre Dumas, et ce film m'a permis de me rendre compte que l'histoire en elle-même est incroyable. Du suspense, de l'amour, de la vengeance, de la trahison, tout était déjà prédestiné pour une adaptation au cinéma. Pour m'avoir fait découvrir cette histoire et m'avoir presque donné envie de lire le livre, le film est déjà bon. Deuxième point positif, le casting, que ce soit Pierre Ninet, Bastien Bouillon, Anaïs Demoutier, Anna Maria Valtolomei, Laurent Lafitte, Patrick Mille, tous rayonnent dans leur rôle, avec évidemment Pierre Ninet qui incarne à la perfection le comte de Monte Cristo, au point de nous faire oublier le douloureux souvenir que la dernière adaptation française de ce personnage, c'était en 1998 avec un certain Gérard Depardieu. Comme quoi en France on est capable de faire en sorte de ne pas violer et une licence et une actrice en même temps. Une autre réussite de ce film, c'est en ce qui concerne les décors et les costumes. Les scènes en pleine mer, dans la prison, dans les châteaux, dans les jardins, mais aussi les capes, les robes, sans oublier les masques de Pierre Ninet, tout est fait pour que le spectateur soit immergé dans l'histoire avec brio. Cependant, vous connaissez à me connaître, j'ai toujours quelque chose à redire et ce film n'est pas parfait. J'aimerais partager avec vous le petit point négatif de ce film selon moi, le manque de prise de risque au niveau de l'esthétisme. J'aime lorsqu'on réalise un film de 3 heures, peu importe le sujet ou l'histoire, on se doit de prendre des risques esthétiques, notamment en jouant sur les couleurs présentes à l'écran. Ce que je regrette avec ce film, c'est la presque simplicité des couleurs qui forment les plans. En retirant les scènes se déroulant au bord de mer, les couleurs sombres du film sont quasi omniprésentes. Alors je dirais pas que j'ai ressenti de l'ennui vis-à-vis de ça, mais j'aurais aimé, dans une adaptation qui nous fait rêver avec une histoire, pouvoir également rêver avec les couleurs qu'elle propose. Hormis cette petite réserve personnelle, je ne peux que vous recommander d'aller voir Le Comte de Monte Cristo au cinéma. Profitez-en, il reste encore quelques séances pour ce film, un peu partout, et ça serait beaucoup plus bénéfique de regarder ça pour vous au cinéma, plutôt que de regarder des films comme Cocorico. Et j'en profite d'ailleurs pour passer un dernier petit message, puisque je m'en suis rendu compte tout à l'heure en allant au cinéma. Ils font en ce moment, pour les moins de 26 ans, des places à 6 € pour aller voir Le Comte de Monte Cristo. Donc profitez-en, c'est pas très cher en plus. Mais il faut pas aller le voir en salle ICE du coup. Mais alors, tu peux aller le voir en salle ICE, mais uniquement si t'es bien placé dans la salle. Parce que sinon ça n'a vraiment aucun intérêt. Non mais vraiment, c'était bien, mais tu profites pas de la technologie comme ça. Bon bah merci Maxime pour toutes ces petites histoires, toujours avec Maxime, il y a toujours une remise en contexte de comment c'était sa séance de cinéma et tout, c'est magnifique. En plus on avait dit hier soir, on s'est tous vus, petite confidence, on avait dit que on réagirait pas aux blagues de Maxime et finalement on a quand même un petit peu réagi, tu nous as eu, moi notamment sur Michel Barnier. Il y a eu des petites esquisses, toi, merci Michel beaucoup. Barnier ça fera toujours rire. Moi ça fera toujours rire. Je pense que ça fait rire tout le monde. Mais c'est une blague en lui-même ce mec. Ouais. Les autres autour de la table, est-ce que vous avez vu Le Comte de Monte Cristo? Alors moi je l'ai vu à Cannes, du coup il remonte un petit peu plus que tout le monde. Et en plus, est-ce que voilà, tu en gardes un souvenir maintenant ou pas du tout, pour un film que j'ai vu à 8h30 du matin en plus, oui. Okay, parce que moi c'est un peu le problème avec Le Comte de Monte Cristo, c'est que quand je suis sorti de la séance, j'ai trouvé ça sympa, mais j'avais déjà des réserves et là plus le temps passe, plus j'ai oublié quoi. En vrai, je me disais c'était un bon divertissement, mais est-ce que c'est le film que je vais retenir? Non. Après, je suis peut-être moins le public cible.
peut-être sur le Comte de Monte Cristo. Moi, je sais qu'un truc qui m'avait vraiment gonflé, c'était les ellipses qui sont vraiment posées au couteau dans le film. Et du coup, à un moment, ça devient limite une blague. Hop, 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard. Le truc qui m'avait un petit peu gonflé. Mais non, globalement, je trouve que c'était une bonne histoire. Mais en fait, le problème du roman, c'est qu'il est méga long. Et du coup, comme ça s'étire sur 3 heures, c'est peut-être un petit peu ennuyant aussi. Pour le coup, moi, les 3 heures, quand j'étais dans la séance, je les ai pas tant ressentis que ça. J'ai vraiment eu l'impression de voir un petit film de 2 heures. Même si c'est un peu horrible de dire petit film de 2 heures. Film de 2 heures. voilà. Mais non, pour le coup, je trouve que le temps n'est pas si long que ça. Mais par contre, je te rejoins, c'est vrai, au niveau des ellipses, notamment au début, où on sent vraiment qu'il y a des ellipses sur ellipses sur ellipses. Et puis, on voit aussi, c'est à travers le film, il y a un découpage en chapitres. Et moi, j'ai toujours un problème avec ce truc-là, c'est que souvent, c'est des parties qui sont extrêmement inégales. Et je trouve là que le découpage en chapitres, pour le coup, on a un petit chapitre au début, un petit chapitre encore au début, et après c'est un long chapitre sur quasiment tout le reste du film, et c'est peut-être un petit peu maladroit d'avoir des chapitres qui sont assez inégaux en termes de durée, mais pour autant je trouve que c'était quand même un très bon film. Voilà. Lucas, tu l'as vu ce film avec Pierre Ninet? Oui, je l'ai vu. Et alors? J'ai bien aimé, mais j'ai aussi des réserves. Moi je trouve j'aime pas le début, j'ai beaucoup de mal avec j'aime pas le milieu et j'aime pas la fin. Justement, j'aime beaucoup le milieu. J'aime beaucoup tout le moment où on voit Edmond Dantès préparer sa vengeance. Je trouve que la scène avec la boîte, ouais, je pense que c'est la meilleure scène. La scène avec la boîte est vraiment assez extraordinaire. Mais oui, j'ai beaucoup de mal avec tout le début. J'ai l'impression de voir scène d'exposition sur scène d'exposition un peu maladroite. Genre, ah oui, mon frère qui est gardé par mes parents depuis tellement d'années. Comment vas-tu depuis que tu t'es marié avec machin? Et j'ai vraiment juste l'impression de voir une longue scène d'exposition à un moment. Et j'ai un problème avec Anna Maria Bartolomei que j'aime beaucoup d'habitude. Mais là, l'accent qu'ils lui ont foutu, je le trouve pas naturel du tout. Ça m'a vraiment bloqué une bonne partie du film. J'ai pas l'habitude de la voir avec un accent, et là, la voir avec cet accent, ça m'avait bloqué. Mais j'avais quand même trouvé ça cool. J'avais préféré aux Trois Mousquetaires. Ouais. Donc, pas compliqué. Et Pierre Ninet est bon aussi. Pierre Ninet est bon. Nino, tu l'as vu? Non. Et tu t'en fous? Parce que toi, tu sais pourquoi tu l'as pas vu? Parce que toi, pendant ce temps, pendant que tous les gens vont voir le Comte de Monte Cristo, à la même date, toi, t'allais voir quoi? Tu vas nous dire. La même date, c'est long. Non, mais tu vas nous dire, t'as vu quoi il est sorti le 28 juin. Et le 26 juin, qu'est-ce qu'il y a qui est sorti? Il y a ton film, c'était une transition. C'était une transition et il est perdu. Mais c'est perdu. Nino, tu nous parles de quoi? Très bien. Les pistolets en plastique, c'est de ça dont tu veux que je parle. C'est de ça, vas-y, je vais en parler. Non, mais tu m'as saoulé. Mais vas-y, parle-en pas. Bon, moi j'ai choisi du coup de vous parler des pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurice. Voilà, on avait entendu parler de ce film juste par son pitch, parce que il adapte quand même ce fait divers de la police qui retrouve à l'aéroport un homme et qui se dit c'est Xavier Dupont de Ligonnès, alors que il leur ressemble pas du tout, et je pense que ça avait fait rire un peu tout le monde à l'époque. Et juste avec cette prémisse, le film va bien sûr au-delà et va rajouter beaucoup de choses. Jean-Christophe Meurice, à la base, je le connais pour son film précédent, Orange Sanguine. Je sais pas si vous l'avez vu autour de la table. Non, j'ai pas vu, mais il avait bien marqué aussi. Qui était sorti en 2021 et qui était une comédie, mais très trash, qui allait dans des sujets un peu tabous. Et donc forcément, c'est des comédies qui peuvent pas plaire à tout le monde parce que c'est des sujets compliqués. Mais là, encore une fois, forcément, Xavier Dupont de Ligonnès, on sait que ça va pas partir dans des trucs très, très joyeux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on rit? Moi, j'ai beaucoup ri. Est-ce que t'as ri, Hugo? Parce que Hugo, j'ai beaucoup ri, oui. Moi, c'est le film qui m'a fait le plus rire cette année. Et comme pour Orange Sanguine, au niveau de sa structure, c'est un peu un sort de film choral où il va y avoir une galerie de personnages et des petites scénettes qui vont s'enchaîner.
et qui vont permettre d'avoir déjà un super casting au-delà des noms très connus comme Jonathan Cohen qui fait la scène d'intro qui était très très drôle, ou Vincent Dodienne, Aymeric Lompré qui paraît sont très drôles. Il y a aussi des acteurs et des actrices que j'ai découverts comme le duo Charlotte Lahem et Delphine Baril qui jouent des enquêtrices amatrices qui vont aller dans la maison de Xavier Dupont de Ligonnès et qui forment un duo mais qui est vraiment très très drôle. Et un peu tous les acteurs comme ça vont être super. Il y a aussi le détective qui nous a fait beaucoup rire, qui est un espèce de détective à l'américaine et tout. Bon bref, toutes les situations sont vraiment très drôles. Et puis forcément, donc comme Orange Sanguine, il y a aussi ce jeu avec pousser les limites des sujets sur lesquels on peut rire. Et donc là, avec ce sujet-là, ça a parlé de curiosité morbide, de comment est-ce que la police va traiter des présumés coupables ou encore forcément de meurtre, puisque c'est quand même le sujet central. Et déjà, l'humour, ça peut quand même naître de jouer avec les limites, mais ça permet aussi pour le réalisateur de parler un peu de son point de vue par rapport à ces sujets. Et il y a une scène aussi qui, je pense, a marqué celles et ceux qui ont vu le film, c'est que on voit la scène des meurtres de Xavier Dupont de Ligonnès, et là qui nous sort totalement de la comédie. C'est une scène hyper cruelle, hyper dérangeante, et qui nous ramène un petit peu à la réalité, et de se dire c'est quand même inspiré d'une histoire vraie, de vrais meurtres et tout. Et pour autant, ça donne quand même une force en plus à ce film qui voilà, m'a fait énormément rire. Donc je conseille, ça a été peu vu, mais si c'est votre genre de comédie, je conseille vraiment de le rattraper. Et Orange Sanguine aussi, par extension. Et Orange Sanguine aussi. Toi, tu l'as vu du coup, Hugo, t'es le seul autour de la table, je crois. Ouais, j'avais beaucoup aimé aussi, mais j'ai quand même des réserves sur la fin. Comme a dit Nino, c'est un film qui teste souvent les limites. Et moi, je trouve que la fin atteint justement les limites et qu'en fait, on sort un petit peu du cadre de la comédie et qu'on est juste dans le torture porn qui essaye faussement d'être drôle. C'est un petit peu dommage parce que le reste est vraiment très très drôle. Je pense à la scène avec Vincent Dodienne et Aymeric Lompré qui m'a fait mourir de rire. Il y a plein de trouvailles, puis il y a un super beau casting, il y a un petit rôle de François Rollin comme ça fait super plaisir. Franchement, rattrapez-le quand même, mais si vous aimez pas trop le trash, la scène de fin ça va être dur quand même. Ok, bon, et âme sensible s'abstenir. Et âme sensible de François Rollin aussi. Non, je sais pas. Si jamais il y en a. Ça fait toujours plaisir, il y a François Rollin. Ouais. Et si jamais vous avez des problèmes avec Jonathan Cohen, si vous faites une overdose de Jonathan Cohen, sachez qu'il est vraiment que dans la scène d'intro. Même si je trouve que c'est la scène la plus drôle du film. Mais par contre, elle est très longue la scène d'intro. Donc faut vraiment supporter Jonathan Cohen bien 5 minutes. Quoi. Elle est plus longue qu'un chapitre de Conte de Monte Cristo. C'est aussi long que le premier. Un peu moins plus courte que le deuxième mais par rapport au troisième là c'est vraiment plus court. Bon, on s'arrête. C'est ça, allez, foutez-vous de ma gueule. Allez, poursuivons, c'est sorti de l'été avec un blockbuster ultra attendu, celui qui a marqué un triple retour, le retour de Deadpool, le retour de Wolverine et par extension le retour de Marvel. Ce film vous est bien évidemment présenté par celui qui va voir ce long métrage déguisé en Deadpool, et preuve à la pluie, c'est Lucas, on l'a la preuve, regardez. T'as la photo. Attends, c'était la photo de quand j'étais avec... c'est moi qui l'ai pris. Oui, c'est Hugo qui l'a prise, je récupère. C'était déjà la deuxième fois que je le voyais. Ah, c'est déjà la deuxième fois, voilà. J'y suis allé le mercredi matin. Oui. Donc c'est vraiment un malade. Non, il l'avait vu à minuit le soir, là. Oui, j'avais vu à minuit le soir. Et comme Hugo et moi, on était déguisés en Xavier Dupont de Ligonnès. Et vous avez été arrêté ou pas? Non, ça va. On aurait bien aimé. Il lui ressemblait trop. Bon, alors toi, Deadpool, qu'est-ce que t'as pensé de ton propre film? T'as vu, c'est méta. J'ai écrit une belle chronique. Quel bel été on a eu quand même. On a eu Alien Romulus, on a eu Sans un bruit, Long Legs, Trap, Le Comte de Monte Cristo, Maxine, ou encore Creation of the Gods. On a eu des films que j'ai appréciés et ça se terminait en apothéose avec des belles dingues made in Tim Burton et Daniel Auteuil. Mais seulement voilà, je pense que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc moi, je vais vous parler de ce qui est le plus gros succès de l'été, hors vice-versa bien sûr, Deadpool et Wolverine. Alors anecdote, quand j'étais petit, que je lisais des comics dans la cour de récré, à l'époque où c'était encore un truc de niche, les gens qui me harcelaient connaissaient pas Deadpool et du coup ils se moquaient de moi en disant « Ah, tu lis des comics Spider-Man !» Et aujourd'hui c'est rigolo de se dire que c'est probablement ces gens qui ont fait que ce film est un succès. Donc, tu lis des comics Spider-Man. Ouais. C'était ghetto chez toi. Waouh.
Je vais le dire tout de suite, le meilleur film de l'été selon moi, c'est Hugo qui va le chroniquer. Mais alors pourquoi je vous parle de ce film en particulier ? Je vous en parle parce que cet été, s'il y a un film qui m'a fait du bien, c'est bien celui-là. En grand fan des deux personnages et en grand fan de l'univers Marvel de manière générale, j'ai pris un pied monstrueux. Là où les productions Marvel précédentes m'ont déçu, j'ai pris l'habitude que quand même une fois par an, Marvel nous sort un truc un peu sympa. Cette année, Deadpool et Wolverine a décidé de rester fidèle à l'univers des films Deadpool en offrant une comédie rated R irrévérencieuse et méta, et je pense que sincèrement, c'est le film que tous les fans de comics Marvel rêvent un peu de voir. C'est fun, Deadpool fait du Deadpool, Wolverine est cool, on a des caméos qui personnellement m'ont quand même vraiment fait bondir de mon siège. Je trouve que dans l'ensemble, Deadpool et Wolverine, c'est un super divertissement estival, réjouissant et fun, avec de nombreuses scènes d'action qui font déjà partie de mes scènes d'action préférées de Marvel. En plus de ça, le film prend le parti de critiquer le MCU et son exploitation du multivers. C'est bien mérité, mais Hugo en a un peu parlé en intro, ça valait bien le coup de le faire une semaine avant d'annoncer que Robert Downey Jr. revenait. Est-ce qu'il y a des défauts ? Bien sûr, le côté méta est parfois un peu trop appuyé avec des scènes un peu lourdingues et des blagues un peu lourdingues sûrement dues aux improvisations de Ryan Reynolds. La photographie est basique au possible, ressemblant à tout ce que le MCU a déjà pu nous offrir malgré des bonnes idées de mise en scène de la part de Sean Levy. C'est bourré d'incohérences et de ficelles scénaristiques grossières. Et puis les effets spéciaux sont pour beaucoup pas finis du tout. Franchement, la scène avec le Wolverine.png avec le sable de Deadpool qui lui passe à travers le bras, bon, elle est dure à regarder. Mais en même temps, le tournage s'est fini en janvier, pour une sortie en juillet. Marvel et l'exploitation des artistes VFX, une grande histoire d'amour décidément. Mais voilà, rien de tout ça ne gâche le plaisir que je prends à retrouver 2 et même 6 en fait des héros de mon enfance sur grand écran. J'écoute encore la musique en boucle et honnêtement, il y a très peu de films qui m'ont rendu vraiment extatique à ce point dans une salle de cinéma. C'est un de mes films préférés du MCU, mais on va rester modéré, c'est un pur divertissement d'action un peu décérébré, principalement destiné aux fans de Marvel. Bien plus malin que No Way Home, mais c'est pas non plus James Gunn. Mon attachement pour ces personnages joue fortement. Deadpool est un des personnages qui m'a fait découvrir les comics. Le premier comics que j'ai acheté et qui fait partie de ma collection, c'est Deadpool Massacre les classiques, un comics sur Deadpool qui se balade dans le multivers, tiens donc. Et j'ai grandi avec Wolverine, sa version cinéma incarnée par Hugh Jackman et sa version BD dans des super bouquins comme Old Man Logan. Si on rajoute à ça les personnages caméos, dont l'un que j'attends depuis des années et qui finalement là, c'est bon, il était là, c'était obligé. J'ai adoré Deadpool et Wolverine. Merci Lucas. Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de Deadpool et Wolverine ? Au premier visionnage, j'ai partagé un petit peu l'avis de Lucas. Et, tu l'as vu plusieurs fois aussi ? En fait, j'y suis allé retourner avec une pote qui ne l'avait pas vu. Et du coup, au deuxième visionnage, je trouve que passé les caméos, il reste plus grand-chose. Tu l'as dit, la photographie... C'est marrant, parce qu'au premier visionnage, tu pouvais te dire ça aussi. Hein. Ouais, mais comme il y a la carte de nostalgie qui joue, tu vois, j'avais un fixe devant les yeux, c'était pas honnête. Mais non, je trouve que... Ouais, tu l'as dit, la photographie, elle est ultra basique, mais moi, c'est vraiment un point qui, en final, me dérange, parce que, putain, on parle de films de comics, c'est des trucs où il y a des couleurs dans tous les sens. Les comics, il y a des... Ce vieux désert, cette vieille parodie de Mad Max mais aussi, oui, en plus, ils font la blague, c'est poussif. Au final, il y a même une scène où je me disais, elle est trop bien, c'est la scène, le travelling latéral avec le bus là. Ouais. Et au final, je me dis, en fait, elle est ultra bordélique, je ne comprends pas où sont les personnages, je ne comprends pas quelles sont les actions et tout. C'est un petit peu dommage. J'ai quand même passé un bon moment, mais je garde quelques réserves aussi sur l'écriture, parce que je trouve que le côté méta est parfois c'est un petit peu l'excuse pour une omniscience des personnages, quoi. Ouais, et puis c'est... Bon, je rigole, hein, j'ai quand même pris un petit peu de plaisir à le voir, le film. Mais c'est vrai que tout le film, c'est genre, t'as la ref, mais genre des trucs hyper de niche, notamment par rapport aux caméos, des trucs comme ça, tu vois. Moi, ce qui me choque le plus dans ces trucs-là, c'est quand Ryan Reynolds, il dit... c'est quand Wolverine lui touche le cul et que Reynolds dit « Attention, je vais le dire à Blake ». Ouais. C'est hyper de niche. Qui va la voir, quoi. Franchement. C'est un truc qu'on reprochait déjà à The Flash, c'était de faire des références à des trucs que personne connaissait, genre à Eric Stokes dans Retour à le futur. Quoi. Mais The Flash, c'était 2 trucs, alors que là, Deadpool et Wolverine, c'est vrai que c'est beaucoup de fois, quoi. C'est beaucoup de fois. Et même, du coup, moi, le caméo que j'ai vraiment adoré voir, c'est vrai que y a plein de gens qui vont pas la voir, on peut le dire, à la base. On le dit. Tu penses au premier, celui au début du film, quand ils arrivent dans le monde de Mad Max ? Non, je pense à Channing Tatum. Je pense à Channing Tatum. Je pense à Channing Tatum parce que ça c'est fait... vraiment, il faut suivre la production des films et tout pour connaître. Surtout qu'ils font la blague dessus, quoi. Le truc, c'est que les 2 premiers Deadpool, c'est déjà beaucoup de blagues comme ça sur la production des films et tout. C'est juste que celui-là a vraiment fait une emphase là-dessus.
Et après, moi je suis quand même très content pour Channing Tatum. Faut même savoir que Disney a racheté la Fox, c'est clair. Que tu sais pas forcément en fait, c'est clair, qui est le point de départ de toute la production du film. Ouais. C'est le point de départ du film aussi, avec on voit le logo de la Fox, qui est détruit. Et, Mais c'est rigolo que justement un truc qui fait autant de références de niche, je l'ai vu avec, j'y suis allé plusieurs fois, je l'ai vu avec beaucoup de gens. Je suis le seul à avoir eu la blague sur la proposition. Voilà, la blague sur la proposition, personne ne l'a. C'est un film qui fait plein de blagues de niche et c'est un film qui devient un des films qui fait le plus d'entrées de l'histoire du cinéma quand même. Ouais. Le film Rated R qui fait le plus d'entrées de l'histoire du cinéma. Tu l'as vu, ouais, et tu l'as vu combien de fois du coup ça m'intrigue toujours. Je l'ai vu 4 fois je crois. 4 ou 5, je sais plus. Ça va, je t'ai connu plus en forme. Ouais, je sais. C'était l'été, il avait chaud. Du coup, moi, je vous rejoins sur le fait justement d'avoir ce problème avec ses rêves, parce que moi, je suis totalement en dehors du système Marvel. Je regarde quasiment jamais de films Marvel. Les seuls films Marvel que je vais voir de mon plein gré, et parce que j'en ai envie, c'est les films Deadpool, parce qu'ils me font marrer. Les 2 premiers, pour le coup, j'arrivais encore à être bien immiscé dans les films, et je prenais pas mal de plaisir. Là, le 3e, j'ai vraiment eu un problème. Je n'ai pas détesté le film, mais pour autant, il y avait beaucoup de rêves sur rêves, et moi qui ne connais absolument rien au multivers, déjà même au film de base, mais dans l'ensemble c'est encore pire. Non mais t'inquiète, même dans ceux qui font les films, ils comprennent pas, je crois. C'est ça, j'ai vraiment eu pour moi c'était un bloubi-boulga de références, et je me suis dit mais moi je suis perdu, mais est-ce que les gens qui sont dans l'univers Marvel, ils y comprennent quelque chose aussi ou pas? Mais est-ce que tu savais que Glooby-Boulga c'était aussi une référence? Ouais, ça je sais. Mais je pense que c'est vraiment un film qui est principalement là pour faire plaisir à ceux qui aiment Marvel, qui ont aimé suivre Marvel, notamment dans les années 2000. Il y a des caméos de personnages. Ah oui, c'est le générique de fin. Oui, le générique de fin, c'est vraiment pour clôturer l'ère de la Fox. Ouais. J'ai pas que de la Fox d'ailleurs, parce que Blade, pas que la Fox, parce que Blade n'est pas la Fox, effectivement. Mais c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le générique de fin. Je le trouve très joli, je trouve que ça rend hommage à des trucs que j'aime. Je trouve il est touffu lui aussi, il va dans toutes les directions, on comprend pas trop ce qu'il veut faire. Moi, mettre une compilation de making-of sur une musique de Green Day, je peux le faire aussi sur Première. Écoute, Damien Chazelle l'a fait et tout le monde a aimé. Sur Windows Movie Maker aussi, tu pourrais le faire. Ah oui, c'est vrai. Sans aucune surprise, donc Lucas nous a parlé d'un Marvel. Du coup, je vais moi aussi faire preuve d'aucune surprise en vous proposant le titre qui est utilisé lors du générique d'ouverture de Deadpool et Wolverine. Bye 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 des NSYNC, retour à une époque où Justin Timberlake avait des boucles blondes et ne taclait pas encore Britney Spears dans une chanson. C'est parti. Gonna start a fight. I know this can't be right. Hey baby, come on. I loved you endlessly, and you weren't there for me. So now it's time to leave and make it alone. I know that I can't take no more. It ain't no lie. I wanna see you out that door, baby. Bye bye bye. Bye bye. Don't wanna be a fool for you, just another player in your game for two.
Bye. Bye. Ah non, je voulais que tu en dises un et après chacun. Ah merde, attends, refaire. Bye. Non, là c'est trop en fait. Bon. Nathalie, pour notre 4e film de la soirée, Hugo nous emmène dans l'espace, là où personne ne pourra nous entendre crier. C'est bien ça. C'est exactement ça, et vous vous demandez sûrement ce que cette chronique va changer aux 30 000 chroniques que vous pourrez trouver sur le net. Bah déjà c'est fait par moi, donc tout de suite c'est mieux. Donc un point en moins. Mais là surtout je m'apprête à juger Alien Romulus alors que j'ai dû voir 40 minutes du premier Alien, et c'est tout. Et que j'ai jamais vu un seul Alvarez non plus. Donc dans cette chronique je pourrais pas faire de comparaison de fanservice, ça sera 100% honnête. Malgré toutes mes méconnaissances de la saga et du réalisateur, j'ai quand même énormément apprécié ce nouvel opus. Je vous propose de commencer par le début déjà. Alien Romulus raconte donc l'histoire d'un groupe de jeunes vivant dans une colonie extraterrestre appartenant à la société Weyland-Yutani, qui décide de s'en extirper en volant des pods de cryogénisation qui leur permettraient d'accomplir un long voyage interstellaire dans une station spatiale à dérive au-dessus de leur planète. Cependant, ne va pas se passer comme prévu. Je vais débuter par le gros point noir du film selon moi, et c'est le retour de Ian Holm. En effet, pour assurer la continuité avec le premier opus, la production a décidé de ramener à la vie l'acteur décédé en 2020 pour interpréter le même modèle d'androïde que dans le film de 79. Alors ok, ils se sont défendus en disant que la famille avait donné son autorisation, que Ian Holm aurait adoré pouvoir faire le film de son vivant, mais il reste quand même un goût amer dans la bouche face à cette décision. D'autant plus qu'on n'est pas sur une simple apparition de clin d'œil type Peter Cushing dans Star Wars, mais sur un vrai rôle super important dans l'histoire du film qui a un vrai impact sur l'intrigue et les personnages. En plus, c'est vraiment d'autant plus dérangeant que le rendu est vraiment bizarre, très valet de l'étrange par moments. Ça tranche complètement avec le reste de la production design, dont on va parler justement, parce que contrairement à la grande majorité des blockbusters actuels à 200 millions, coucou Marvel, Alien Romulus a été en grande majorité produit avec des décors en dur et des animatroniques. Et ça lui donne un vrai cachet visuel. Le film a une vraie texture tangible, et c'est encore plus aidé par sa photographie qui fait vivre les décors et leur donne une vraie ambiance. La station Romulus est vraiment un espace angoissant, terrifiant, tout simplement parce qu'on a la sensation qu'il est réel et que la station s'apprête à engloutir les personnages dans un véritable carnage. Mention spéciale aux facehuggers, qui sont vraiment l'effet spécial le plus réussi du film. On sent presque qu'ils intéressaient plus Alvarez que le xénomorphe en fait. Alors du coup c'est un choix un peu déroutant pour les fans je suppose, mais perso je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ça permet une séquence vraiment angoissante dans les couloirs du vaisseau où nos personnages doivent marcher en évitant une horde de bestioles prêtes à leur violer la bouche à n'importe quel moment pour y implanter leur enfant tueur. Attendez, ce serait pas une métaphore ça ? Parce que dans la droite lignée de la saga Alien, bon je sais j'ai pas vu mais je connais un minimum, le film est une réflexion sur les dérives du capitalisme, dans un film produit par Disney en plus, donc c'est un peu étrange mais bon. Sauf que cette fois Alvarez choisit le point de vue d'une jeunesse remplie d'idéaux mais écrasée par le système sociétal représenté par la Weyland-Yutani. C'est représenté dès la première scène où Rain, notre héroïne interprétée par Kaylee Spaeny, tente d'obtenir sa retraite, sauf que bim, réforme, elle doit encore attendre avant de pouvoir se barrer. J'en connais un faubourg Saint-Honoré qui doit jalouser devant un système aussi implacable. Du coup, avec tout ça, les xénomorphes deviennent non pas une simple menace, mais une vraie représentation du système capitaliste qui noie les espoirs des personnages pour les transformer en simples pondeurs qui serviront à créer encore plus de travailleurs qui deviendront ensuite des pondeurs, etc. Alors, ça réinvente pas la poudre, mais c'est assez étonnant dans un film qui est produit encore une fois par Disney. Et comment évoquer ce film sans évoquer ces 15 dernières minutes ? Je vais vraiment en dire le minimum pour vous garder un maximum de surprises, mais waouh, j'ai rarement autant badé après être sorti d'une salle de cinéma. Ça fait partie des trucs les plus chelous que j'ai vus dans un gros film d'horreur, et en vrai l'idée est géniale. En bref, vous l'aurez compris avec ce petit billet, Alien Romulus c'est vraiment un film devant lequel j'ai pris mon pied, que ce soit visuel, narratif ou thématique. Ça m'a fait plaisir de voir un film proposé par Disney qui ait autant envie de proposer une vraie expérience de cinéma. Si vous l'avez pas vu, il est toujours en salle, donc foncez. Je comprends pour les 15 dernières minutes et moi j'avais été spoilé malheureusement et c'est ouais et du coup moi je l'ai déduit avec des trucs que j'avais vus sur net. T'as un peu moins de surprise. T'avais pas vu Prometheus du coup ? Non, mais j'ai eu la ref parce que je connais vite fait Prometheus. Ok. C'est quoi le lien avec Prometheus là ? Mais il a la. Enfin c'est difficile de le dire sans spoiler mais. Il a la tête. C'est la même tête ouais. C'est la tête de l'ingénieur. Ouais c'est vrai. C'est pas la seule ref mais. Oui c'est vrai. T'as raison maintenant que j'y repense. Il parle du gène de Prométhée mais. T'as raison. Lucas, toi t'en as pensé quoi du coup ? C'était le film que t'as préféré cet été, c'est ça ? Ouais, c'est le film que j'ai préféré cet été si on compte pas les sorties du 11 septembre. Mais c'était. Attends, quel genre de sortie du 11 septembre ? Je revenais de faire la vanne de Tim Burton. Non. C'est le film que j'ai préféré cet été. Moi, pour le coup, j'aime beaucoup la saga Alien, surtout le tout premier. J'aime bien Covenant. Et je suis un très très gros... Je sais, désolé. Mais je suis surtout un très très gros fan d'Alien Isolation, le jeu vidéo. Et moi je pensais qu'on allait vraiment retrouver ça parce qu'ils ont dit oui c'est la grosse influence et tout. Je trouve que ça se voit quand même. Ouais mais Alien Isolation, il faut se dire, le personnage il est vraiment tout seul. Il est solo. Et là elle est toujours entourée de quelqu'un, donc automatiquement j'ai moins peur pour elle, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah après moi ça m'a frustré ça m'a frustré. Le parti pris d'Alien Isolation c'est aussi...
que tu joues le personnage, donc oui, il a forcément un rendu très différent. C'est sûr. Mais du coup, tu t'éloignes encore plus si tu rajoutes des personnages autour d'elle. Mais je trouve que ce qui a le plus servi de Alien Isolation, c'est la production design. Le film ressemble vraiment à une adaptation d'Alien Isolation, tellement que quand j'étais dans la salle de cinéma, je fais c'est comme dans le jeu. Il y a des téléphones d'ailleurs, je crois, de sauvegarde. À un moment, tu vois un téléphone de sauvegarde du jeu. Ouais, puis même au tout début, quand elle arrive, t'as la valve qui s'ouvre et que tu te dis ça va forcément servir à un moment. Non, c'est juste une ref à Alien Isolation. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je le trouve très flippant. Je trouve effectivement que toutes les métaphores fonctionnent, pas seulement celle sur le capitalisme. Tout fonctionne, je trouve assez dingue. J'aime beaucoup Fede Alvarez aussi. J'avais beaucoup aimé son don de brief. J'aime beaucoup ce que fait Kaylee Spaeny, mais surtout l'acteur qui joue l'androïde, dont j'ai plus du tout le nom. Ouais, mais surtout quand il joue vraiment l'androïde au début, je le trouve très touchant. Quand il joue l'androïde qui est un peu perdu, tout ça. Il fait ce vieil androïde. Qu'au début tu te dis est-ce que le personnage est autiste et tout, et puis je vais rechercher le nom vu que personne cherche autour de la table. Vas-y. On va passer le téléphone pendant l'émission. Mais ouais, je le trouve très très cool aussi, mais je vous rejoins aussi sur le fait que le film est assez sympa sur les décors et tout. C'est vrai que ça fonctionne super bien. David Johnson qui joue le rôle d'Andy. Mais par contre moi, Ian Holm, j'avoue que sur le coup ça m'a pas choqué. J'étais surpris de le voir, mais ça m'a pas choqué, et le côté vallée dérangeante m'a pas choqué parce que je me dis c'est un androïde. Oui, c'est un androïde. Donc le rendu visuel du visage, pourtant il y a 50 ans quand dans le premier film il paraissait normal. Oui, parce que c'est un twist dans le premier film que c'est un androïde. Ouais. Donc mais c'est vrai que sur le coup ça m'a pas choqué, et en rétrospective c'est vrai que c'est pas super. Mais voilà. Bon, ça reste quand même un chouette film et un film un peu plus à gros budget, un des meilleurs qu'il y a eu cet été. Qui a coûté moins cher que le salaire de Robert Downey Jr. Non, ça c'est pas étonnant. Ouais, et j'ai une question du coup entre ceux qui sont fans et moins fans de la saga. Moi qui n'ai vu que le premier, est-ce que vous conseillez de le voir direct dans l'ordre chronologique, ou tu veux de dire voir des tous films les films avant de voir celui-là? Vois les autres. Ouais, moi je dirais vois les autres. Moi je serais toujours de l'avis de dire les dates de sortie. Vois en fonction des dates de sortie, c'est ce qui est le plus logique. Ok. Ouais, voilà. Allez, si t'as d'autres questions comme ça au passage, t'hésites pas. Je te dis si j'ai un truc qui me fait. Sur tous les films, sur la vie de manière générale. Allez, c'est à moi qui incombe de terminer ce tour de table sur nos coups de cœur de l'été avec le thriller nocturne La Nuit se traîne. Et il faut bien que je vous avoue un truc, pendant longtemps j'ai failli ne pas choisir ce film, déjà parce qu'il est sorti en toute fin de l'été, mais plus que ça j'ai failli pas choisir de film tout court. La raison, alors je vous vois dubitatif autour de la table. Vous avez donc été sûrement ces 2 derniers mois dans une cave, dans une grotte, parce que ce que vous entendez derrière ma voix, c'est le titre Parade, musique composée par l'excellent Victor Lemann pour les Jeux de Paris. C'est juste que j'avais pas le son. Et, ça c'est un autre problème. Et en effet, en tant que fan inconditionnel de sport, ces Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques ont finalement été la quintessence d'une certaine cinématographie de ces terrains de jeu, la Tour Eiffel, les jardins du château de Versailles, le Sacré-Cœur, le stand de tir de Châteauroux, non je déconne, à la dramaturgie des compétitions en passant par les émotions que nous ont procuré les athlètes. Ces JO ont été une réussite totale et ont finalement rythmé mon été en matière d'images marquantes. Voilà pourquoi j'ai failli pendant longtemps vous parler de ce qui était pour moi le symbole de cette cinématographie sportive, la cérémonie d'ouverture des JO sur la scène. Alors ok, c'était filmé comme les pieds, et pire encore, c'était réalisé avec le cul. Et bon Dieu que je rêve d'une Thomas Joly cut de l'événement avec un remontage total. Mais purée, qu'est-ce que c'était quand même audacieux. Avec cette cérémonie, finie la traditionnelle distinction entre le spectacle et le défilé des athlètes. Cette fois-ci, le spectacle était mêlé aux athlètes et vice-versa. Pendant plus de 3 heures, nos yeux ont brillé, ont mis en avant un savoir-faire à la française dont on ne soupçonnait plus qu'il existe. Il en a résulté des images marquantes qui ont bien évidemment fait réagir partout dans le monde. Et vous savez quoi ? C'est cool qu'un événement regardé par près de 2 milliards de personnes puisse faire chier les réacs. Alors voilà, la cérémonie des Jeux, c'était beau, c'était intense, c'était fort. Et dans une moindre mesure, ces adjectifs pourraient aussi être accolés donc à La Nuit se traîne de Michel Blanchard, beau par sa faculté à filmer Bruxelles de nuit,
intense par son écriture condensée dans une nuit qui dure, et fort par l'interprétation de ses comédiens et l'action déployée, ce qui est assez rare dans le cinéma francophone. Mais alors, de quoi parle le premier long métrage de Michel Blanchard ? Il nous raconte l'histoire de Madi, un jeune serrurier de nuit qui se retrouve mêlé à une affaire de banditisme après avoir ouvert la porte d'un appartement pour Claire, une mystérieuse jeune femme. Dans le rôle de Madi, on retrouve Jonathan Feltre, que l'on avait pu découvrir dans Les Rascals, assez brillant dans ce personnage qui évoque celui de Jamie Foxx dans Le Collatéral de Michael Mann. Face à lui, une ribambelle d'acteurs qui s'amusent à jouer des personnages qu'on leur propose assez peu dans le cinéma francophone. Je pense à Natacha Krief dans le rôle de Claire, Jonas Bloquet dans le rôle de Théo, Musti dans le rôle de Rémi, et bien évidemment Romain Duris qui campe Yannick, le grand méchant de l'histoire, qui n'est pas sans rappeler un mix de deux autres personnages de Collatéral, celui de Tom Cruise et celui de Javier Bardem. Maintenant, vous vous rappelez qu'il y a Javier Bardem dans Collatéral ou pas ? J'ai pas vu Collatéral. Allez rattraper ça, et rapprochez-le des deux personnages. Cet imaginaire hollywoodien influe forcément donc La Nuit se traîne. Michel Blanchard ne s'en cache d'ailleurs pas, lui qui a été repéré par Sam Raimi. Un extrait de Evil Dead est d'ailleurs diffusé à la télévision lors d'une scène du film. On a donc parlé de Collatéral pour ses personnages, mais on pourrait aussi en parler pour son scénario qui se déroule pendant une longue nuit. Comme dans le film de Michael Mann, on a aussi le droit à une scène dans une boîte de nuit. On pourrait également parler d'un tout autre tas de films américains qui influencent le récit. Je pense notamment à L'Impasse de Brian De Palma pour le final du film. Mais la force du long métrage de Michel Blanchard, c'est d'avoir su digérer toutes ces références américaines dans un film d'action profondément belge. On sent le plaisir du cinéaste à pouvoir filmer Bruxelles by Night, ses rues, ses bâtiments, sa gare du Nord, son métro, ses épiceries de nuit, ses manifestants, ses petits malfrats et ses flics ripoux. Plongeant son personnage principal dans ce terrain de jeu, Blanchard oblige Madi à constamment se renouveler, se réinventer pour survivre à cette course effrénée, sans aucun temps mort, dans cette nuit qui traîne, comme le souligne avec malice l'usage du morceau de Petula Clark, La nuit n'en finit plus. Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Certains regretteront que le sous-texte social lié à l'intrigue autour de Black Lives Matter soit un peu survolé. Il n'empêche que Michel Blanchard déploie un récit rempli de malice, comme nous l'avons vu, jouant sur l'humour de certaines situations, sur la chorégraphie des corps lors des scènes d'action et cherchant constamment à nous surprendre. L'ouverture du film le témoigne assez bien. Une porte est en train d'être crochetée, un chien crie, tout porte à croire que nous sommes témoins d'une effraction. La porte s'ouvre, on découvre Madi finissant de crocheter la porte et le chien est sur le point de bondir sur Madi, mais c'est là qu'un autre personnage, entrant dans le champ, félicite Madi pour l'ouverture de la porte. En réalité, nous n'avons pas été témoins d'un cambriolage, mais d'un dépannage du serrurier pour un couple de personnes âgées qui avaient perdu ses clés. Ce jeu de faux semblant est une brillante idée de mise en scène qui témoigne assez bien de l'intelligence de son cinéaste qui anticipe les attentes de ses spectateurs et spectatrices. Pourtant distribué en France par Gaumont, La Nuit se traîne à tout du film aux côtés duquel vous allez passer. Donc ne faites donc pas l'erreur de le manquer et allez vite le découvrir en salle, parce que si La Nuit se traîne, on peut pas dire que ça soit le cas de la durée de vie d'un film en salle. Pourquoi t'es là? J'ai pas le choix. Bien sûr que si, t'as le choix. Que quelque chose vienne. Oui, secours, je vous écoute. À la première occasion, il s'est barré. Il est où l'argent? La nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Je suis juste un putain de serrurier. Certains l'ont vu. La Nuit se traîne. Pas du tout. Non, mais je comptais le voir et tu m'as donné encore plus. Moi, je l'ai vu. Ah, voilà. Et alors? Je l'ai vu et je l'ai énormément apprécié. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. À la bonne heure. Non, vraiment, je trouve que c'est un très très bon premier film. C'est un très bon film d'ailleurs, même de manière générale. Je trouve que, moi pour le coup, l'aspect, le traitement social qu'a eu notamment le mouvement Black Lives Matter, moi pour le coup, je trouve que c'était bien. C'était pas trop
trop justement. Que dire de plus sur ce film? Non, je n'ai rien à redire au fait sur ce film. Vraiment, je l'ai aimé en tout point. J'aime beaucoup l'aspect esthétique qu'il y a eu. J'aime beaucoup la musique aussi. J'aime bien. Je trouve qu'elle allait parfaitement bien au film, évidemment. Non, c'est un très bon premier film, un très bon film. Et j'ai envie de voir ce que nous fera ce réalisateur par la suite, de voir s'il arrivera à... Je crois qu'il va réaliser le film. En fait, Sam Raimi avait acheté les droits pour un de ses films. Oui, j'en avais entendu parler. Je crois qu'il va réaliser le remake en anglais, du coup. Ouais, voilà. Bah, hâte de voir ça alors. Lucas, tu l'as vu aussi, c'est ça? Ouais. Et alors, rapidement? J'ai beaucoup aimé, mais alors moi je te rejoins plus sur l'aspect social que j'ai trouvé assez maladroit en fait. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça fait partie des films francophones avec les meilleures scènes d'action qu'on ait vues depuis très longtemps. Je l'ai trouvé très impressionnant sur ces points-là. C'est haletant, c'est très très cool à voir. J'ai juste eu un petit problème aussi avec l'histoire que je trouvais assez banale et qui m'a pas complètement accroché. Mais les scènes d'action m'ont permis d'accrocher complètement. J'ai trouvé ça très très impressionnant. Évidemment, du moment qu'il y a des gens qui se tapent dessus. Tout à fait. Alors, il y a certains films qu'on aurait bien voulu éviter pendant l'été, par contre, ainsi que d'autres dont on aurait voulu vous parler. Le speed noting est là pour faire le tri. On remonte donc au début de l'été pour vous parler de quelques autres sorties qui nous ont marqué. Et ça a commencé dès le 26 juin, parce que c'était la date de notre dernière émission et on ne pouvait pas vous parler des films qui allaient sortir ce jour-là. Il y avait notamment Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. Rapidement, est-ce qu'on a aimé ou pas? Non. Ça va. Non, Nino. Ok. Ouais, ok aussi. Ok. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ouais, ok aussi. Il y a des meilleurs segments que d'autres en fait. Oui, clairement. Le même jour, il y avait Sans un bruit, jour 1, premier spin-off des Sans un bruit. Alors Lucas, moi ça m'a déçu. Non, moi ça m'a déçu de ouf. J'adore Sans un bruit et là j'étais déçu. Moi j'ai vraiment adoré. Parce que j'avais l'impression de voir Michael Sarnowski se servir de l'univers de Sans un bruit pour raconter quelque chose qui lui est très personnel. C'est décevant si on s'attend vraiment à un spin-off qui va explorer l'univers, machin. Mais il explore quand même l'univers puisqu'il refait venir un personnage notamment. Ouais. Mais je trouve que c'est plus un film de Michael Sarnowski qu'un film Sans un bruit, et dans ce contexte-là, je l'ai trouvé assez extraordinaire. Je le trouve très très beau. Je trouve qu'il a des scènes très fortes. Un petit mot sur le film de Kevin Costner, Horizon, une saga américaine chapitre 1. Il y aurait dû avoir le 2 qui devait sortir là en ce début de mois, mais 11, vu que je crois. Voilà, mais comme ça a foiré, ça sort pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? D'ailleurs, à la base, c'était Costner qui voulait que ça soit espacé de 5-6 mois, je crois, et c'est New Line qui avait dit non, on le fait à un mois d'écart, et au final, idée de merde. Ouais. Moi j'ai bien aimé, je sais que toi t'as pas aimé du tout. J'ai pas aimé, non. Bah, un film qui a un début mais pas de fin, pour moi c'est. Je suis d'accord sur ce point par contre, mais j'ai bien aimé suivre ces personnages sur une espèce de très longue fraise. Alors c'est une série au format film, par contre c'est assez impressionnant à quel point ça a le rythme d'une série, mais j'ai bien aimé. Juste voilà, problème que le film n'avait absolument pas de fin quoi. Long Legs, il y en a qui l'ont vu aussi avec Nicolas Cage. Très décevant. Ouais. La promo, je l'ai trouvé cool, mais il y a quelques idées sympas, mais ça m'a pas du tout plu. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai juste défendu les films en boucle en fait. Non, moi j'ai beaucoup aimé Long Legs. Je vais pas me tarder dessus. Le nouveau Moi Moche et Méchant, il y en a qui l'ont vu. Et pour moi c'est le Moi Moche et Méchant de trop. Il est pas. Mais ça c'était les 4 d'avant aussi. Non. Ah oui, c'est vrai que toi tu détestes. Ouais, non, mais le premier ça va. Toi t'as le droit de c'est tellement nul. Moi Moche et Méchant, j'ai toujours trouvé ça mauvais. C'est pas drôle. J'ai tendance à apprécier la saga. Pour moi mon préféré et le meilleur sans aucun doute c'est le 2 sans hésiter. Mais là le 4 pour le coup j'ai l'impression qu'ils se sont dit ouais alors le 3 est un peu moins bien que le 2 donc on va reprendre le 2 mais en faisant une espèce de suite, et au final c'est un peu de trop. Il y a certaines vannes notamment avec les mignons évidemment qui m'ont fait doucement sourire, mais hormis ça pour moi, il faut peut-être à un moment donné s'arrêter de traire la vache et de se dire ouais, on a suffisamment fait de fric avec ça. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Moi, je trouve que c'est le problème du film, les mignons, pour le coup, parce qu'ils ont rien à faire là, ils ont aucun rôle à jouer. Et du coup, ils les ont posés dans une side story. C'est pas faux. Dans ce cas-là, si tu veux vraiment faire un film avec les mignons, tu fais encore un autre film, les Mignons 3. Malheureusement. Une autre suite dont on peut en parler rapidement, on dit juste si on va la voir ou pas, c'est Twisters. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu cette série? Oui, c'était cool. C'était sympa. Même si ça parle pas d'écologie, c'est quand même un peu con. Maxime de Ty West. Là aussi une suite. Pardon, j'avais pas du tout aimé X, j'avais trouvé Pearl très bof, mais Maxime j'ai beaucoup aimé. Donc, je suis pas d'accord.
J'adore les dialogues et ça, j'aime beaucoup les hommages que ça y rend et le film est vraiment cool. On reste dans un univers angoissant avec Trap, le dernier M. Night Shyamalan qui est sorti le 7 août dernier. Pas vu. Déception ou pas? Moi j'ai bien aimé. Un peu une déception. Moi j'ai trouvé qu'à partir du... Ouais, non, je vais éviter de spoiler, mais pour moi... Je vais éviter de spoiler, mais en gros pour moi le film aurait dû s'arrêter beaucoup plus tôt que ce qui s'arrête. Ça se passe dans une salle de concert. Voilà, ça se passe dans une salle de concert et pour moi ça aurait dû vraiment rester dans la salle de concert. Je trouve que c'est un peu le genre de scénario débile mais qui marche beaucoup sur moi. Ça m'a fait penser un peu à Hypnotique si vous l'avez vu. Hypnotique de Rodriguez dans l'aspect c'est vraiment un chier alors que je trouve Trap même si Trap c'est très mal écrit, il se passe des trucs mais what the fuck. Mais c'est parce que c'est mal écrit que c'est hyper drôle. Trap, je trouve que la patte de Shyamalan fait que ses faiblesses d'écriture ça a un charme alors que Hypnotique pas trop. D'ailleurs hâte de voir son prochain film parce qu'il est déjà en train d'écrire son prochain film et ce sera son 17e. Et on a toujours hâte de voir du Shyamalan. Emilia Pérez de Jacques Audiard donc qui a été sélectionnée pour représenter la France. Ça va. Moi déception. Ouais, moi j'ai trouvé ça sympa. Je vais pas vous ressortir ma phrase sur Madame Doubtfire et tout. Pour moi c'était la comparaison à Madame Doubtfire c'est en fait c'est non oui mais parce que en fait il reprend le même scénario dans la deuxième partie. Oui. Sauf que là c'est une personne trans effectivement. Du coup ça m'a vraiment donné envie de voir Madame Doubtfire. De revoir Madame Doubtfire. Parce que je trouve ça très drôle. Pour le coup moi j'ai vraiment été surpris par Emilia Pérez parce que s'il y a un truc dont j'ai horreur au cinéma c'est les comédies musicales. J'ai horreur de ça, je supporte pas. C'est parce que t'es chiant ça. Ouais, mais parce que je suis très aigri, je déteste les gens dans la vie de tous les jours. Mais là, pour le coup, Emilia Pérez, je me suis vraiment laissé emporter. Je pense notamment à l'une des scènes qui pour moi est la meilleure scène, c'est quand ils sont dans l'espèce de grand restaurant où elle danse sur les tables et où elle chante sur les tables. Zoé Saldana, ouais. Pour moi, c'est vraiment la meilleure scène. En plus, la chanson est C'était pas un restaurant, c'était une salle de dîner bienfaisance. Mais pour le coup, non, mais donc tais-toi. Mais pour le coup, la scène était la scène aussi et la chanson d'ailleurs les paroles de la chanson sont ultra dénonciatrices et j'ai vraiment bien aimé, j'ai été très surpris par un petit mot sur le procès du chien, tu voulais en dire un? Ouais, moi j'ai bien aimé, du coup ça fait plus qu'un mot. Encore une fois c'est un film que j'ai vu à Cannes où j'avais bien aimé, donc alors étonnamment ça critique le populisme d'extrême droite en parlant du procès d'un chien, donc allez-y. C'est sympa. Beetlejuice de Tim Burton sorti la semaine dernière. Du coup moi c'était vraiment ça mon film de l'été s'il n'y avait pas eu Alien, enfin bref. Et Deadpool. Ta gueule. Non, je trouve que c'est très très bien Beetlejuice. J'ai l'impression de revoir Tim Burton, c'est lui qui m'a donné cet amour du cinéma. J'ai l'impression de le revoir, avoir lui-même de l'amour du cinéma et revenir à ses références d'antan. J'ai l'impression de le voir s'amuser, ça m'a fait beaucoup de bien. Et limite, je trouve qu'il y a des trucs qu'il n'avait pas fait d'aussi créatifs depuis des années. C'est clair. C'est clair. Ouais, c'est sûr. Sympathique le film. Je voulais finir par donc Kaizon. Un an pour gravir l'Everest de Basil Mono. On peut pas parler du film plutôt. Ce film sur donc Inoxtag. Qui l'a vu autour de la table? Ouais, alors Maxime, fan d'Inoxtag? Tu l'as pas? Alors je suis absolument pas fan d'Inoxtag, je suis absolument pas le public ciblé d'Inoxtag, je ne regarde jamais ses vidéos sur YouTube. Mais pour autant, est-ce que le documentaire m'a plu ou pas? Eh ben je sais pas, parce que je suis partagé, parce que d'un côté on peut pas le nier qu'on l'ait aimé ou pas aimé, mais esthétiquement et visuellement je le trouve extrêmement beau ce documentaire. C'est un très beau vlog. Il y a vlog, oui, documentaire, appelez-le comme vous voulez. Les images sont vraiment belles, je pensais pas qu'on puisse avoir une qualité d'image aussi haute dans quelque chose en haute altitude. Voilà. Moi je me suis dit c'est un truc qui est filmé à 8600 mètres, tout au plus c'est des GoPro ou un truc comme ça. Non, ils ont vraiment réussi à avoir une belle qualité d'image et ça on peut pas le nier. Oui, maintenant c'est vrai que il est pas parfait parce que quand tu fais un documentaire sur l'Everest, pour moi le premier truc qui m'est venu tout de suite et que je rejoins totalement, notamment certains qui dénonçaient ça sur les réseaux sociaux, c'est le manque d'attention qui a été mis vis-à-vis de l'écologie et de l'environnement parce que on évoque... Il en parle dans le film. Il en parle, mais beaucoup trop peu et pas forcément de tout. C'est moins important de dire de lâcher ses téléphones. Enfin. Évidemment. Le surtourisme est évoqué et est montré. La pollution sur place est montrée et évoquée, mais très peu. Mais par contre, à aucun moment il a été évoqué, notamment le bilan carbone pour faire ces expéditions, parce que les allers-retours en avion, en hélicoptère avec les Sherpas, et enfin voilà, c'est quelque chose qui demande énormément de carburant et donc ça pollue énormément. Et j'aurais aimé aussi peut-être un peu plus de
de focalisation vraiment sur un plus gros message écologique, parce que on a quand même cette espèce de message en mode essayer d'être meilleur un peu plus chaque jour, voilà, même si ça fait revue, ok, ouais, mais si ça fait vraiment cliché, etc. On peut pas trop rester longtemps sur le film, on va en parler pendant la carte blanche, mais plutôt sur l'aspect extérieur. J'aurais juste vraiment voulu un plus gros message écologique, c'est tout. Ok. Bon, ça fait très pub aussi, et d'ailleurs c'est une pub déguisée aussi pour Nike, North Face, pour Deezer. Ouais, mais lâchez vos téléphones. Donc, lâchez vos téléphones, mais abonnez-vous à Orange. C'est une pub bien construite autour d'Inoxtag aussi. Et alors, c'est pas un heureux hasard si on a fini ce speed noting sur Kaizen de Basil Mono, puisque le film fait actuellement événement, et voilà pourquoi il nous a semblé important d'en parler un peu plus longuement dans notre carte blanche. Je me suis toujours demandé c'est quoi être le meilleur. Faut pas chercher à être le meilleur, faut chercher à être meilleur qu'hier. Faut chercher à être meilleur que celui d'hier, et faut se lancer des projets, faut arrêter d'être derrière les écrans et scroller et vivre à travers les autres. T'es un malade d'avoir mis ça, t'es un malade. Merci pour ce grand J'avais pas la citation complète, mais ce grand moment. Merci. J'ai les poils là. Alors, plus sérieusement, à l'heure où on nous parle, le documentaire qui retrace la préparation et le périple donc d'Inès Benazouz aka Inoxtag culmine à 24 millions de vues depuis sa mise en ligne samedi. Mais ce chiffre n'est pas le seul à retenir notre attention. Outre un record du meilleur lancement pour une vidéo sur la plateforme en France, autrefois détenu par ODD de PNL, le clip, le pari d'Inoxtag a été de diffuser son film en avant-première en salle. Et pour nous, amateurs de cinéma, c'est ici qu'on trouve un intérêt à se pencher aussi sur Kaizen. Programmé dans plus de 500 salles en France, au Maroc et au Québec, ces séances très souvent complètes ont réuni plus de 350 000 spectateurs, 310 000 rien qu'en France. Tout ça pour dire qu'avec un tel lancement, si Kaizen était un film distribué normalement, il aurait fait le deuxième meilleur démarrage de l'année, en cette année 2024. Derrière Vice Versa 2 et ses 527 000 entrées le mercredi 19 juin, mais devant des poids lourds comme Un petit truc en plus, Dune deuxième partie et autres Contes de Monte Cristo. Après ce constat, il est donc temps pour moi de vous poser cette question. Faut-il se réjouir du succès en salle de Kaizen ? Alors, ça dépend. Comme a évoqué Maxime, il y a tout un problème sur ce que le documentaire renvoie, bien évidemment. Donc, évidemment. Alors, oui, les films de merde qui font des entrées, ça arrivé déjà plein de fois dans l'histoire du cinéma aussi. Cocorico. Non, ça a pas fait d'entrée, Cocorico. Non, mais du coup, dans ce qu'il renvoie, on peut se dire, oui, effectivement, le fait qu'il fasse des entrées, c'est-à-dire que des gens l'ont vu, que les gens intègrent ces messages. Et on l'a vu sur Twitter, des gens ont intégré ces messages, et parfois de manière très violente, en disant à ceux qui étaient contre. Des insultes. Ouais, la communauté d'Inoxtag, quoi. Oui, voilà. L'autre problème qui s'est posé, c'est un problème par rapport à la chronologie des médias, puisque le film devait faire 500 séances pour pouvoir la contourner, puisque c'est un accord qui existe avec le CNC, qui avait eu Godzilla Minus One l'année dernière. Et en final... Look Back ce week-end. Allez voir Look Back. Ok. Il fait des apparitions comme ça. Merci Nino. Le problème, c'est qu'il en a fait 800. Donc, et là, il va être diffusé, donc certes sur YouTube, c'était attendu, mais sur TF1 aussi. Alors sur TF1+, à partir du 28 septembre et le 8 octobre prochain à 23h30 après Koh-Lanta sur TF1. Sur TF1. Le problème qui se pose du coup, c'est que, ok, en lui-même, il est assez innocent en termes de sortie, mais si le CNC réagit pas, ce qui va se poser, c'est un problème de précédent et que du coup, d'autres films pourront se dire on peut contourner facilement la chronologie des médias et faire un peu ce qu'on veut. On pense à Disney qui doit regarder ça d'un œil vif, je pense. Donc je pense qu'il faut que le CNC réagisse parce qu'effectivement ça peut être le premier d'une dérive en fait. Ça peut être une jurisprudence quoi. Très bien. La table, qu'est-ce qu'on en pense ? Moi j'aimerais juste rajouter un truc. T'as pas assez parlé. Ouais, non mais voilà, j'ai pas trop parlé sur les chroniques et les news, alors je vais au moins m'exprimer là-dessus. Moi je trouve quand même qu'il y a deux petits points positifs de cette sortie au cinéma de ce documentaire. Déjà de 1, mine de rien, je pense que ça peut éventuellement donner aux jeunes l'envie d'aller au cinéma, du moins ceux qui vont pas forcément au cinéma. Bof. Alors oui, j'ai un chiffre pour toi si tu veux, plus de 40% des salles qui ont diffusé le film étaient déjà des salles d'art et essai, donc ça c'est assez surprenant, et qui sont dans des petites villes en France. Et donc ça a permis de redynamiser certaines salles qui avaient du mal en périphérie, en faisant revenir des jeunes. Je pense notamment à moi. Mais est-ce qu'ils vont revenir voir d'autres films après ? Est-ce qu'ils vont revenir voir d'autres films après ? Ça dépendra. L'avenir nous le dira. Mais moi, je trouve, venant d'un milieu de la campagne, je trouve ça important vraiment d'essayer de dynamiser justement les cinémas, notamment outre les grandes villes, parce que à partir du moment où on franchit les sorties des grandes villes, derrière, il n'y a plus de cinéma quasiment.
Genre c'est vite. C'est pour ça que moi par exemple j'étais 2 mois chez mes parents, j'ai pas pu voir un seul film durant l'été, j'étais quasiment en manque. Mais tout ça pour dire voilà, donc c'était éventuellement rehausser la fréquence. Et la deuxième chose, c'est faut pas oublier, je pense ne pas me tromper en disant que vu que c'est des billets qui sont achetés en France, il y a toujours le reversement au CNC. On est d'accord ? Il y a toujours la petite part qui va au CNC. Donc au final, cette bonne fréquentation, parce qu'en plus ça a été deuxième plus gros démarrage, mine de rien, ça va quand même permettre de financer d'autres productions avec la redistribution de l'argent via le CNC. Donc qu'on le veuille ou non, avoir une sortie d'un documentaire comme ça, aussi mauvais que certains peuvent le trouver, ça pourra au moins permettre de financer justement d'autres productions et peut-être les productions que vous allez préférer à l'avenir. Sur le retour des jeunes en salle, c'est aussi ce qui c'est l'excuse aussi donc d'Elisha Karmitz, le directeur général des cinémas MK2 et qui distribue le film avec leur nouvelle antenne mk2.alt qui est là pour en fait diffuser aussi des films potentiellement à l'avenir de youtubeurs, tout ça. Il disait que avant il y a 10 ans les jeunes allaient en moyenne 6,6 fois par an au cinéma et depuis le Covid c'est que 4,4 fois et donc d'avoir des films avec des personnalités comme Inoxtag, ça peut faire ramener plus de gens en salle. Il parle de lui d'expérience digitale forte. Voilà, c'est le mot de la Startup Nation. Ça. Après, c'est beaucoup de jeunes qui sont allés voir des films comme Le Comte de Monte Cristo aussi, et ça, je m'en réjouis aussi. Et c'est surtout des jeunes qui vont voir des films comme Deadpool et Wolverine, c'est surtout des jeunes qui vont voir des films comme Un petit truc en plus. C'est... Un petit truc en plus, ça touche plus de catégories. C'est plus large, mais il y a aussi des jeunes qui y vont, quoi. Ouais. De là à dire qu'il faut absolument un film de youtubeur qui bloque en plus beaucoup de salles. Il y a certaines salles qui sont allées le programmer jusqu'à dans 4 salles différentes pour une seule séance. Je trouve ça un peu abusé quand même. C'est pas le seul film finalement cet été qui est issu de personnalités des réseaux sociaux qui est sorti, puisqu'on a eu le droit à Golo Ricci aussi, qui retrace le parcours à vélo dans toute la France de 2 influenceurs de Grigny, qui a fait plus de 350 000 entrées quand même depuis sa sortie le 14 août dernier. Alors en plus c'est un peu le même message qu'Inoxtag, sauf que le traitement est complètement différent et il est beaucoup plus humble. C'est un vrai film surtout. Ouais, c'est un vrai film. Si tu demandes à 2 personnes quel est le vrai film entre Golo Ricci et Kaizen, je pense qu'il va plutôt dire Kaizen parce que les images sont beaucoup plus belles, sont beaucoup plus travaillées. Ouais, mais il y a eu plus de moyens aussi qui ont été mis. Oui, non mais voilà, faut ressortir du fait que nous on s'y connaît un petit peu et tout, et on se dit ça. Non, les gens, ils disent pas. Le vlog d'Amixem en Antarctique, il est super beau, hein. Mais c'est pas un film. C'est bien de trouver encore un truc une fois, beau, si tu compares avec Golo Ricci, les gens diraient que je suis persuadé qu'ils diraient que ça c'est plus un reportage ou quoi. Mais voilà. Je tiens à dire quand même que les gens qui ont vu la vidéo sur YouTube n'ont pas eu accès à l'intégralité de ce qui a été dans les séances cinéma, parce que dans les séances cinéma, moi je suis allé au cinéma et donc j'ai pu avoir accès au making of derrière, donc il y a un making of de comment ça s'est produit, etc., avec plein d'images en plus. Et il y a notamment la conclusion finale du making of qui m'a fait un peu doucement rire, on va pas se mentir. C'est Inoxtag qui est face aux gens de la production de son documentaire, et les gars lui posent la question ultra prévisible: et si les gens devaient retenir une seule chose, un seul mot de ce documentaire, ce serait quoi? Puis là on voit Inoxtag qui réfléchit, il y a encore des images du documentaire qui passent, puis à un moment donné il dit vivez. Au moins lui, quand on lui demande un mot, il dit qu'un mot. Je me retourne vers de nombreuses personnes autour de la table. Nino, un mot ou pas? Ouais. Merci Nino. Parfait, merci. Bon, les news c'est check, les chroniques check, le speed noting et la carte blanche check. Prochaine case sur ma liste, le quiz. Et d'ailleurs c'est Nino qui nous le présente. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Parenthèse, j'ai le droit à plus qu'un mot pour le quiz. C'est-à-dire, ah oui, t'as le droit. Ouais, ok, ça va. Écoutez, par contre, t'as pas le droit à plus de 15 minutes. Ok, je vais me dépêcher. Écoutez, aujourd'hui, pour ce quiz de la rentrée, sachez qu'il y a pile 2 ans, je faisais ma première à la radio sur ce canapé dans l'arrière-plan. Et je suis très content d'aujourd'hui de boucler la boucle ici. Ouais, je boucle la boucle. Peut-être ma dernière. Alors que Gauthier, qui est sur le canapé derrière, lui, il régresse. Puisque maintenant, il est sur le canapé, il a le droit à la parole.
Et aujourd'hui, du coup, pour ce quiz, on va voir s'affronter Hugo en chef d'équipe, accompagné de son fidèle acolyte Simon, qui vont s'affronter avec Maxime en chef d'équipe et son fidèle acolyte. T'as vraiment mis le loser de l'équipe en chef d'équipe, c'est incroyable. C'est comme ça que j'ai fait mon choix. Des années 60, et là il y a ah non, mais il y a eu une bonne adaptation de Batman et Robin. Alors du coup, la première question, je vous demande un titre. Donc c'est un jeu de mots avec un des 5 films chroniqués aujourd'hui. Pour rappel, Deadpool et Wolverine, Alien Romulus, Les Pistolets en plastique, Le Comte de Monte Cristo et La Nuit se traîne. Mais Le Comte de Monte Cristo, ouais, j'aime bien aussi. Putain, c'est exactement ce que j'allais proposer. De Monte Cristo, vous pouvez proposer la même chose. Le Comte de Monte Cristo. Qui tout double. Le Comte de Monte Cristo, bravo. Ouais. Je pense que c'était un peu l'évidence, mais c'était marrant quand même aussi. C'est super drôle. C'est trop marrant. Et musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique qui a un lien avec un des films, un des 5 films de la semaine? C'est un lien avec un réalisateur. L'Agneau au musée. Oui, bravo. L'Agneau au musée de Sean Levy, Deadpool et Wolverine. Ça vous fait donc 2 points. En or ou en bois, je vais vous donner des infos. Et vous allez me dire si c'est des vraies infos ou des fausses infos. Oh, c'est innovant, hein. C'est innovant, on innove cette année. Une suite des Goonies appelée Goonies Are Good Enough avec le cast original et actuellement en production. C'est en bois. En bois. Oui, c'est en bois. Oui, c'est bien, c'était une fake news. C'était un prank en fait. Mais Sean Astin, il veut vraiment le faire. Ouais, il a plus d'argent. Ouais. Voilà. Ok, deuxième news, le documentaire ok, donc celle-là je vais l'enlever, je vais la remplacer tout de suite. MrBeast a eu un énorme procès suite à un jeu télé qu'il est en train de faire avec Amazon pour harcèlement sexuel, blessure des candidats. Mensonge. Moi je suis mon chef d'équipe. En or. Et eux aussi ils ont suivi notre chef d'équipe. Non, on l'avait dit avant. Bravo, vous avez bien fait alors de suivre Hugo. C'est moi. Puisque c'était la bonne réponse. Troisième news enfin, Steve-O de Jackass devait se faire implanter des faux seins pour un prank. Et le jour même de l'opération, dans un supermarché, après une discussion avec une personne transgenre, il s'est dit que peut-être c'était pas une bonne idée, il a annulé. C'est vrai ou pas? Elle est folle cette anecdote. J'en ai aucune putain d'idée. Moi non plus. Mais il faut est-ce que ça pourrait être une connerie que Nino a inventée? On les laisse répondre. Mets-toi dans la tête de Nino. Allez, j'ai pas envie de me mettre dans cette fois, on vous donne pas les indications. Par contre, il vous reste 5 secondes là, 5. Allez, on boit. Allez, je te fais confiance. C'est en or. Bravo Hugo, c'est en or en effet. Bravo en tout cas, bravo d'écouter les gens concernés. Et vous n'avez pas réussi à rentrer dans ma tête, mais peut-être une autre fois, peut-être avec cette question, qui a dit allez-y, rentrez dans ma tête, je vais vous lire une citation et vous me dites qui l'a dit. Allez. Rentrez bien dans ma tête. Hein. Je te laisse y aller. Nous retrouver comme ça avec l'équipe d'origine, c'est fou parce que nous avons fait beaucoup de chemin et ce n'est pas la série que nous avons commencé dans la saison 1. Non, c'est une expérience folle pour nous tous. Ces Peter enfants Jackson. avaient 11 ans quand nous avons commencé. Maintenant, ils ont 20 ans et ils se rasent. Mais ce ne sont plus des enfants. C'est la bonne série, mais ce n'est pas... Stranger Things. David Harbour. Oui, bravo. C'était David Harbour pour Stranger Things qui actuellement va entamer le tournage d'ici peu de sa dernière saison. Ils ont toujours pas commencé, je crois que c'est en... Je croyais que c'était fait. Ouais, je sais pas. Et il y a combien? Eh bien, il y a 5-5. Oh, non, 5-4, je crois. C'est ça? Oui, 5-4. 5-4 pour vous. Donc, bravo. Vous, c'est Hugo et Simon. C'est vous, c'est Hugo et tout à fait. C'est Hugo et tout à fait. Ton nouveau prénom. Putain, ça me perturbe de plus avoir de musique. Remettez la musique. La John Watson. Donc, c'est la John Watson, la question à choix multiple. Oh, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, ça, ouais. donc je vais vous poser une question. Il y a choix multiple. Donc, des anciens employés de Pixar ont dénoncé les conditions de travail, notamment de crunch. C'est quand on travaille beaucoup. Crunch. Non, c'est le chocolat. Combien de jours par semaine ont-ils travaillé? 5 jours? 6 jours? 7 jours? 8 jours? Mais par semaine, Par semaine. Alors 8 jours du coup non. Mais peut-être qu'en cumulé les employés ça donnait 8 jours. C'est pas possible. Bah si, parce que... Y'a aucun monde où c'est possible. Bah 7. 7. Et vous? Je vais dire 6. Eh bien dommage, ton esprit de contradiction t'a perdu puisque c'était bien 7.
Moi, je et voulais pas dire 8. 7, mais Et donc c'est 4 points qu'on gagne. C'est 4 points en effet. En effet. 9, ouais, j'oublie toujours à chaque fois. Donc 9 à 4 pour l'équipe d'Hugo. On va passer au quiz spécial. Et comme il y a 2 ans, quand je faisais ma première ici, c'est un quiz spécial été 2024. Parce que il y a 2 ans, c'était été 2022. Ouais. C'est drôle ça. Après, t'aurais pu faire un quiz été 2022. Oui, c'est vrai que j'aurais pu, ça aurait été marrant. 2002. Alors, qui c'est celui-là donc un nom de personnage. C'est que des films. C'est que des films donc sortis cet été, fin juin jusqu'à août. Ok. RMF. Kings of Kindness. Bravo, très Putain, bien. c'est vrai qu'il y en a un qui s'appelle RMF. Ça vous fait en 10 plus, points. c'est répété ad vitam aeternam. Oui, il a répété 15 fois. Une réplique, un film, question de rapidité. De quel film est tiré cet extrait? Daddy, that gross guy is back again. Putain. Twister? Non. Mais non. Long Legs. Oui, bravo. Je comptais sur toi pour la fin. Ça vous fait 5 points, vous êtes à la moitié du parcours, mais je crois en vous quand même. Merci. Le résumé raté. Donc c'est un film avec un mec qui est hyper dark. Comme The Crow. Oui, The Crow. Ah putain, mais oui, mais ouais, il suffisait de ça finalement. Hyper dark. J'avais encore plein de qualificatifs. J'avais parlé d'évanescence et tout. Le jeu des synonymes. Donc je vais remplacer tous les mots par des synonymes. Jeu d'adresse culte parfait pour animer vos journées ou vos soirées Twister. avec votre. Ça fait 12 points pour l'équipe d'Hugo. 12 à 5, c'est ça? 12 à 5, c'est la piquette. 12 à 5. Merci Québec. Un titre de film québécois. Ouais. Un coin tranquille jour 1. Sans un bruit jour 1. Un coin tranquille. Un coin tranquille. Bah oui, A Quiet Place. Oui, New York, c'est ça, c'est ça le truc. Ouais, New York. Enfin, sacré film. Donc je vais vous passer, cette fois c'est par équipe. Je vous dis un film et vous me dites si c'est un film que j'ai découvert cet été ou si je ne l'ai jamais vu. Quoi? Okay. On va commencer par. Plus aléatoire que les quiz de Lucas, ça. Il avait fait plus aléatoire. Je m'inspire un peu de lui, je t'avoue. On va commencer par vous, Hugo. Vous pouvez répondre. Non, on va faire chacun. C'est plus simple. Ouais. Hugo, Bullet Train. Non. Il passait à la télé, il l'a peut-être vu. Si, je l'ai découvert cet été. Après, le problème, c'est que Hugo, il te connaît mieux que nous. Hein. Ouais, mais je suis pas sûr. Vendredi 13. Non. Non, je l'ai jamais vu en Tu l'avais vu non, je l'ai jamais vu. Si je l'ai pas vu cet été, je l'ai jamais vu. Okay. C'est-à-dire. Hugo, l'expérience interdite. Tu l'as vu. Oui, bravo. Ça fait 15 points. Et Before Sunset, Simon. Triche. Ouais, tu l'as vu cet été. Non, je l'ai pas encore vu, mais je vais le voir. À votre tour. Avant l'été, j'espère. Lucas, ouais, est-ce que cet été j'ai vu Smile? Mais bien sûr que t'as vu Smile. Ah putain, bien joué. T'étais là? Ah, t'es rentré dans sa tête. Ça commence à marcher. Hein, ça commence à marcher. Maxi, est-ce que j'ai vu Les 8 salopards? Non. En effet, il me reste à découvrir, ça fait 7 points. Est-ce que j'ai vu Existence cet été, Lucas? De Cronenberg? Oui. Parce qu'il passait au diagonal. Mais est-ce que je l'ai découvert au diagonal ou est-ce que je l'avais Est-ce que tu l'as découvert ou est-ce que tu l'avais déjà vu? Est-ce que je l'ai découvert? Ah, oui. Oui. Allez. Bravo. J'espère que vous aimez bien cette manche. Hein. Maxime, est-ce que j'ai découvert Lady Bird cet été? De quoi? Lady Bird. Non. Ah si, je l'ai découvert cet été. Putain, Maxime! Bon, ça fait 15 à 8 pour l'équipe d'Hugo, c'est déjà pas mal, vous avez tous un peu grappillé des points. On passe au pas tourné. Qui n'a pas sorti de film cet été comme acteur? Est-ce que c'est Avzia Esri? Est-ce que c'est Raphaël Quenard, Ahmed Silla, François Civil ou Audrey Lamy? Je vous laisse vous concerter pas si simple, dans vos équipes. Deux, j'en suis sûr. Ça me dit rien. Attends, moi j'en Une personne là-dedans qui n'a pas sorti de film cet été. C'est quoi? François Civil. Moi j'en ai deux sûrs. Mais c'est deux filles. Ouais. Ahmed Silla, c'est sûr. Ahmed Silla est sorti un truc sur le François Civil. François Civil. Peut-être Quenard. Ah si, c'est François Civil. Si, c'est bon. Ok, et pour vous alors? Putain, attends. Allez. Je rappelle Avzia Esri, Raphaël Quenard, Ahmed Silla, François Civil ou Audrey Lamy. François Civil. Eh bien, en effet, c'était François Civil. Voilà, mais vous avez copié Simon. C'est pas pour Raphaël Quenard, c'est pourquoi tu souris. C'est ça. Ahmed Silla, Super Papa, Audrey Lamy, Moi Moche et Méchant 4 et Avzia Esri avec la prisonnière de Bordeaux. Ouais, elle en a fait plusieurs avec Isabelle Huppert qui sont sortis coup sur coup, je crois, non? Possible. Casting. Dans quel film trouve-t-on ce casting sorti cet été? Je rappelle François-Éric Gendron, Quen de Bou,
Narayan David Hector, Dennis Howard, Elise Tilleloy, Clotilde Esme, James Franco et Thomas Sisley. Largo Winch, le prix de l'argent. Alors pour moi c'est Lucas. Ouais, mais il a pas dit le prix de l'argent. Parce que là il a dit Largo Winch le 1. Ouais. Non, Largo Winch 3. Non, pour moi c'est legit, c'est comme Lucas. Bravo Lucas. Après on gagne déjà suffisamment. Il a commencé à dire ça. S'il vous plaît, à la rigueur, une défaite mais pas une humiliation. Alors, musique de film, dans quel film sorti cet été peut-on entendre cette chanson ? Je l'ai vu, je crois ça. Ouais, moi je l'ai vu. Alien Romulus. Oui, tout à fait, c'est l'Android. Trap. Oui, Trap. Ah, Trap, ah oui. Bravo. Oui, putain, oui, Trap. Et c'est vous la fille de remontez, Shyamalan, vous remontez peu à peu, vous êtes à 11 contre 16 pour l'équipe. Donc on n'a d'Hugo. pas gagné. Hein. Et bah d'ailleurs, c'est le moment du duel time. Les chefs d'équipe vont s'affronter. Et j'ai 2 thèmes pour vous. Succès ou échec. On va commencer par toi, Hugo. Et on rappelle qu'on gagne 4 points ou on vous en gagnez perd 4 4. points, vous succès perdez, comme notre succès quiz actuellement comme, en fait. de ce quiz. Très bien. Et bien, après, un petit truc en plus, bien sûr, qui a raflé le box-office. Quel est le plus gros succès en salle en France cet été ? Est-ce que c'est Moi Moche et Méchant 4, Le Comte de Monte Cristo, Vice Versa 2 ou Deadpool et Wolverine ? J'hésite entre 2. Et je vais probablement partir sur Vice Versa. Très bien, je note. Quant à vous, eh bien, échec. J'espère que ça ne définira pas l'issue de ce quiz pour vous. Après, c'est moi qui réponds, donc c'est sûr. Voilà. Maxime, quel est le film sorti cet été qui a la pire note sur Sens Critique ? Est-ce que c'est The Crow, Borderlands, Le Flic de Beverly Hills J'en ai pas parlé tout à l'heure. ou Rebel Moon Part 2 ? Oh putain. Je crois que je vais partir sur Borderlands. Très bien, je le note. Dit Borderlands aussi. Eh bien, on va commencer par vous. Ouais. Attends, tu veux vas-y. que je commence par vous ? Ouais. Allez, je commence par vous. Eh bien, on va commencer La par force vous. de persuasion. D'ailleurs, je tiens à préciser un truc, c'est qu'il y a une erreur dans le quiz de Nio, parce que c'est pas Rebel Moon Part 2 qui est sorti cet été, c'est la version longue de Rebel Moon. Et oui. Ah, d'accord. D'accord, on va les couilles. Eh bien, Borderlands a 3,8 et c'est en effet la pire note sur Sens Critique. Super. Vous gagnez 4 points. Vous êtes à 15. Non, on n'a pas gagné. Alors, est-ce que Hugo, est-ce que tu as détruit ton équipe ou est-ce que tu as confirmé cette victoire ? Moi, je crois en lui là. Vice Versa 2 est en effet le plus grand succès. Ah ouais ? Derrière, oui, un bien petit sûr. truc en plus. Ouais, bon. Je sais ce que ça fait de gagner un match maintenant. Vous avez gagné. Ah, ça t'étonne. Bravo à vous. Non, on a gagné vendredi, j'étais dans le stade. Merci beaucoup Nino pour ce quiz. Qui dit première émission, dit première reco, dit aucune excuse. Hein, les chroniqueurs qui ont eu plus de 2 mois pour trouver des nouvelles recos, cette fois vous les avez. Hein, parce que souvent on n'a pas de reco. Les oranges. Ouais. C'est pas moi qui recommande les oranges. On va voir ça tout de suite en tout cas. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et je commence avec une recommandation qui nous a été soufflée par Gauthier. Et Gauthier, vu que t'es là, viens nous la dire. Non mais j'ai écrit si tu veux le lire. Ouais, Gauthier, bienvenue Gauthier. Bienvenue, Donc c'est la Gauthier. séance en plein air de The Breakfast Club, c'est ça ? Oui, demain soir à Paul Valéry, il y a une séance gratuite en plein air de Breakfast Club et c'est des élèves de ma promo qui le présentent. Donc venez, c'est un très bon film, surtout pour fêter l'entrée, cette nouvelle entrée scolaire. C'est à partir de 20h30 et c'est gratuit en plus. Voilà, je tiens à le souligner. Hugo, ta recommandation c'est quoi ? Je me suis acheté il y a pas longtemps un bundle entier avec toute la saga Doom et là j'en suis sur le premier, donc je vais vous parler du tout premier, pas celui de 2016, celui de 93. Je trouve que, alors j'avais jamais joué avant, mais je trouve que c'est un jeu qu'on a l'impression qu'il est sorti genre il y a pas longtemps quoi. C'est ultra dynamique pour un jeu de l'époque, c'est ultra fun, c'est ultra jouissif, c'est très gore et vous savez que j'aime beaucoup le gore et c'est ultra cool à jouer, ça se fait très facilement, donc c'est un classique du jeu vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, jouez à Doom. Lucas ? Du coup moi cet été j'ai galéré à trouver un bouquin, mais j'ai finalement réussi à le trouver en l'important des États-Unis. C'est le nouveau livre de la franchise Gravity Falls dont on n'a pas entendu parler depuis 10 ans. Et là ils ressortent enfin un livre qui s'appelle The Book of Bill, qui est basiquement un livre écrit par le méchant de la franchise. C'est méta, c'est plus du tout pour les enfants. On sent qu'il a compris que son public avait grandi depuis 10 ans. C'est assez génial à lire, ça brise continuellement le 4e mur, mieux que Deadpool et Wolverine. Et oui. Non, c'est vraiment bien, je vous le conseille, même si c'est compliqué de se le procurer. Nino ?
Moi, cet été, j'ai réalisé un film avec des gens de la fac et aussi des professionnels. C'est un peu notre plus gros projet jusque-là. C'est un long métrage donc, que j'ai coécrit et co-réalisé avec Théo. Pour les plus assidus, mais qui ont une extrêmement bonne mémoire du cinéma chaud, parce qu'il est dans 3 épisodes. Et du coup, c'est un film d'horreur qui autour de scientifiques qui font des expériences autour de la vie après la mort. Et donc pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, mais ça sera en début de l'année prochaine. Mais on a une cagnotte, puisque le film a déjà coûté pas mal de sous. On a un budget de 5 000 € et on est en déficit. Mais Allez, déjà, donc, s'il vous plaît. il faut qu'on nous rembourse, mais surtout, il faut qu'on ait un budget pour la post-prod, parce que la post-prod aussi, ça coûte des sous, et qu'on puisse faire le film le plus réussi possible par rapport à ce qu'on a fait. On est très content de ce qu'on a fait. Comme je disais, on a réussi on a un ingé son, une chef-op et des comédiens professionnels, ce qui donne vraiment une allure cool au film, je pense. Okay. Et du coup, on a une cagnotte où il y a plein d'explications sur le film. Sur YouTube, tout ça. Il y a plein de photos, et surtout, il y a le trailer qui vient de sortir. Vous allez sur bit.ly bit.ly/mortisfilm. Bah merci Nino, un appel à la radio pour une cagnotte, un peu comme John Cassavetes je rappelle, en son temps. Voilà, c'était juste pour rappeler ça. Maxime. Ouais, alors moi, ma recommandation, c'est un film qui est sorti il y a déjà bien longtemps, fin des années 50, c'est 12 Angry Men avec Henry Fonda. C'est un film que j'ai découvert au lycée, que j'ai redécouvert cet été et que je kiffe toujours autant. Profitez-en, le lien que j'ai mis et que vous aurez mis du coup vous permet de le voir gratuitement en ligne. C'est légal ça ? Oui, c'est totalement gratuit. Oui, parce qu'il est c'est dans les archives, voilà, ouais. parce que le film est archivé, parce qu'il est considéré comme un très très grand film, très important. Donc je ne peux que vous recommander d'aller le voir. C'est un brio en termes de réalisation, notamment parce que c'est un film qui est à huis clos et c'est très très bien fait. Je peux que vous le recommander. 12 hommes en colère, bien sûr, voilà. De Sidney Lumet. Et moi, c'est la bande dessinée Au travers du rayon d'Aude Bertrand. Alors, je vous recommande pas cette BD parce que Aude Bertrand a été mon amie, parce que c'était une chroniqueuse aussi de l'émission. Non, je vous recommande cette BD parce qu'elle est brillante de A à Z, que ce soit dans les dessins, dans la mise en image des situations, tout surprend. Et cerise sur le gâteau, l'histoire de la BD parle d'une fan de cinéma qui croit dur comme fer qu'en mettant tout en place, elle arrivera à rencontrer un personnage de fiction. Et entre nous, qui n'a jamais rêvé de rencontrer son personnage préféré en chair et en os? Allez vite découvrir cette BD. Merci du conseil. On arrive déjà au bout de ce premier épisode de la saison 7 de TCS. Merci à l'équipe présente ce soir, Hugo, Maxime, Lucas, Nino. Merci même à Gauthier, Ambrali qui était là aussi en régie, à Yanis et à Lucas Clio, bien évidemment. On t'oublie pas avec ta Clio, Lucas. Si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, non plus Twitter en fait depuis longtemps, ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. La semaine prochaine, Lucas, tu seras de retour aux manettes de l'émission. Qu'est-ce qu'on a au programme ? On a Ni chaîne ni maître. Ouais, de Simon Moutaïrou. Les barbares. De Julie Delpy. Et Speak Noéville. De James Watkins. Merci pour ce programme. Et durant l'été, donc l'acteur, chanteur, producteur, scénariste, réalisateur, humoriste Donald Glover, aka Childish Gambino, a sorti un nouvel album. Je me rappelle que Nino t'avait parlé dans un de ses derniers albums. Bah là, il a fait son nouvel album qui est sorti et qui fait office de BO pour un film qui n'a toujours pas de date de sortie. Cet album et donc ce futur film s'intitule Bound of Stone and the New World et je vous propose de nous quitter avec la piste 8 de cet album, In the Night, en feat avec Amaré et Georgia Smith, rien que ça. Bonne semaine à vous, The Cinema Show c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant. I'm just a country boy from Georgia. Your body's made for California.